Alors qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est pouvoir jouir du fruit de son travail, donc c'est-à-dire son argent, de la façon dont on veut, ou c'est pouvoir insulter le président. Donc la Chine prend la place qui est la sienne. Il faut se rappeler que la Chine était déjà la première puissance économique mondiale au XVIIe siècle, avant que les Anglais leur mettent une pipe d'opium dans la bouche. C'est pas une position agressive, mais elle n'acceptera pas que ce soit l'Occident qui lui dise quelle est sa place. Nous sommes, nous Français, les leaders de tout ce qui va être anti-Chine au niveau européen. Stéphane Séjourné, c'est ce monsieur qui nous a fait une loi qui s'appelle la loi sur les accélérateurs industriels, qui est en réalité une loi qui va bloquer tout le commerce possible avec la Chine. Les barrières qui sont érigées pour que la Chine ait accès au marché européen sont tellement hautes que la Chine va dire non. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'on est en train de devenir un marché qui est surprotégé, et comme partout, quand on est surprotégé, on s'affaiblit. Bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast de Géopolitique Profonde, votre rendez-vous du dimanche soir, tous les dimanches à 19h, ce format spécial où on prend le temps d'échanger avec des invités exceptionnels, s'intéresser à leur parcours et aussi prendre le temps pour approfondir les différents sujets dans lesquels ils sont spécialisés. Et pour ce soir, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, l'avenir de la géopolitique, la question chinoise. Vous le savez sûrement déjà, les États-Unis considèrent la Chine comme l'ennemi principal à abattre malgré les tensions géopolitiques que l'on peut voir, que ce soit en Ukraine ou bien en Iran. Nous avons l'Empire américain qui doit tout faire pour lutter contre cet ennemi. Et évidemment, nous avons l'Union européenne aussi qui continue à prendre des décisions qui vont contre ses intérêts, mais qui montrent de plus en plus d'hostilité face à la Chine. Alors, est-ce que la Chine est un empire ? Est-ce que la Chine est un peu comme l'esprit anglo-saxon ? Est-ce qu'ils veulent pouvoir s'étendre, dominer, écraser ? Représente-t-il vraiment un danger ? Quel est véritablement la vie en Chine ? Eh bien, pour parler de tous ces sujets, je suis très content de recevoir quelqu'un qui connaît le sujet, qui vit là-bas depuis longtemps, c'est Laurent Michelon. Bonsoir Laurent. Bonsoir Raphaël. On peut se tutoyer, je pense, Avec plaisir. Vu qu'on se connaît. Ouais. Donc Laurent Michelon, pour ceux qui vont te découvrir ce soir, entrepreneur depuis plus d'une vingtaine d'années en Chine. Pour les abonnés de GPTV, déjà eu l'occasion de découvrir un peu l'expertise, les analyses pour apporter un regard très différent de celui que l'on a en ce moment, mais même de plus en plus avec la propagande occidentale qui est de plus en plus agressive envers la Chine. Et donc une vie d'expatrié très tôt en Chine. Est-ce que tu peux nous parler tout d'abord, pour ceux qui vont te découvrir, de ce parcours-là, pourquoi la décision de la Chine, quels ont été les premiers ressentis, etc. Alors pourquoi la Chine ? En fait, c'est un concours de circonstances où j'étais étudiant en sciences politiques et je voulais étudier une langue nouvelle, on va dire quelque chose de très spécial, parce que traditionnellement en France, on étudie l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol. Donc j'hésitais entre l'arabe, le russe, le chinois, qui à l'époque, je parle de l'époque où j'étais étudiant, donc ça remonte quand même à quelques décennies. C'était le début des années 90, et en fait, j'étais étudiant à l'étranger, c'était pas en France, et donc il n'y avait pas de russe, il n'y avait pas d'arabe, et il n'y avait que le japonais ou le chinois et le vietnamien, je crois. Et donc je me dis, je vais prendre le japonais, parce qu'à l'époque c'était à la mode, sachant qu'il faut se rappeler qu'à l'époque le Japon était dans la position de la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était la grande puissance économique qui raflait tout. Les États-Unis étaient en panique parce que les Japonais rachetaient l'Empire State Building à New York, les voitures Toyota déferlaient sur l'Europe et tout ça, donc c'était vraiment la position de la Chine aujourd'hui, mais c'était le Japon à l'époque. Donc je me suis dit, je vais prendre le japonais, mais je voulais mon point de départ, c'était vraiment de faire quelque chose de rare que pas beaucoup de gens faisaient. Et je suis arrivé en première année de japonais et il y avait 600 personnes. Donc je me suis dit, c'est pas spécial du tout. Donc je me suis tourné vers le chinois et là, il y avait 10 personnes. Il faut savoir que c'était 2 ans après les événements de Tiananmen. Donc la Chine n'était pas du tout populaire comme elle l'est aujourd'hui. Et donc je me suis dit, ça c'est pour moi. Et donc on était 10 personnes. Les gens qui étudiaient ça avaient des motivations très spéciales. On va dire qu'il y a des gens qui étaient étudiants en parallèle en médecine traditionnelle chinoise. Il y avait des gens qui étaient, qui revenaient de Chine, où ils avaient étudié le kung-fu au monastère de Shaolin. Donc il y avait vraiment des gens un peu bizarres. Et moi, j'avais 18 ans, et je me suis dit, je vais faire chinois par élimination, en fait. Et donc j'en ai fait 2 ans, 3 ans. Je suis revenu en France. J'ai fait un peu des allers-retours. Et puis, à cette époque-là, quand on avait 2 ans de chinois ou 3 ans de chinois sur un CV, n'importe quel employeur finissait par vous envoyer en Chine parce que peu de gens en parlaient, personne voulait y aller, ou personne voulait y aller pour le long terme. Donc moi, comme j'étais jeune, célibataire, ça me posait pas de problème. Et donc, je me suis retrouvé très rapidement à être envoyé d'abord à Taïwan, et puis ensuite à Pékin, et puis Shanghai, et puis plein de... Et en fait, j'ai changé d'employeur plusieurs fois, et à Paris, je faisais 6 mois, 1 an, et puis au bout d'un moment, ils me disaient, tu repars.
Donc voilà. Et donc, de fil en aiguille, ça fait maintenant 25 ans que je suis dans la grande Chine, on va dire, hein. J'ai fait 6 ans à Taïwan, j'ai fait 16 ans à Pékin, maintenant je suis à Hong Kong, entre Hong Kong et Pékin. Et donc ça fait, je viens de dépasser le quart de siècle. Et voilà, effectivement, aujourd'hui, c'est la grande puissance économique, comme tu disais, c'est un peu l'avenir de la géopolitique, parce qu'après la puissance économique est devenue la puissance diplomatique, la puissance militaire, et effectivement, c'est un acteur sur lequel lequel l'Occident doit compter. Alors on voit pour l'instant, du côté des États-Unis et un peu de l'Union européenne, une réticence justement à composer avec cette puissance chinoise qu'on espère toujours pouvoir maîtriser. Mais je pense que là, on arrive à une jonction en fait où l'Occident, notamment l'Union européenne, qui est le sujet qui m'intéresse le plus, la relation Chine-Europe, l'Union européenne est dans le bluff permanent, la menace permanente, mais je pense que très rapidement, on va arriver à un point où on va se rendre compte que la réindustrialisation de l'Europe et la prospérité européenne va se faire grâce aux Chinois, pas contre les Chinois. Et on a vu, je crois que c'était avant-hier, dans un journal allemand, il y a un député allemand qui a dit, parce que là, en ce moment, il y a les négociations avec la Chine sur toutes les questions des droits de douane, de la loi sur les accélérateurs industriels de M. Séjourné, qu'il essaye de faire passer au Parlement à Bruxelles. Eh bien, tout ça est en négociation, c'est assez tendu, et il y a un député allemand qui disait, en fait, on est en train d'aller à la négociation avec beaucoup d'hubris, avec beaucoup d'arrogance, mais en fait, on sait très bien que dans 3 mois, on va capituler. Voilà, donc c'est un peu la position où on en est en ce moment avec la Chine, une relation qui est assez conflictuelle. Et en fait, ce que j'explique, et moi, mon travail par mon ouvrage et par mes autres travaux, mes autres publications, c'est d'expliquer en fait que l'intérêt de la France, c'est pas de suivre Bruxelles dans la confrontation avec la Chine, mais c'est au contraire de profiter de toutes les opportunités de développement que nous offre la Chine. Et en plus, nous, Français, on a de la chance parce que la Chine, le gouvernement chinois, les hommes politiques chinois, quels qu'ils soient, ils sont très très bien disposés envers la France, notamment grâce à l'héritage coriace du général de Gaulle. C'est un point intéressant, donc là on le voit aussi, hein, on le voyait tout à l'heure, c'est comprendre la relation Chine-Occident, toujours disponible, et c'est en auto-édition vraiment un ouvrage intéressant pour avoir la base historique. Parce que là aussi, donc, je suis obligé de poser une question, s'il y a une expérience depuis 25 ans, on sait que la Chine a subi beaucoup de transformations, pas uniquement en 25 ans, mais même en plus d'un siècle. Quelle était la Chine que tu as vue il y a 25 ans? Est-ce qu'elle est complètement différente d'aujourd'hui? Quelle idée tu te faisais de la Chine en allant là-bas? À quoi même tu t'attendais? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses que tu ne t'attendais pas, que ce soit positives, voire même aussi négatives, mais il y a 25 ans? Alors effectivement, la Chine, la première fois que je suis allé en Chine continentale, c'était en 1995. J'ai fait un stage D'accord. J'ai sorti à ce moment-là. Voilà. Et ben c'était, imagine à la Chine à l'époque, c'était, j'en parlais avec des amis qui ont à peu près le même âge que moi, qui sont allés en Chine à peu près à la même époque et qui me disaient à l'époque c'était vraiment l'aventure. En fait, on partait en Chine à l'aventure parce qu'il y avait absolument rien en termes d'infrastructure, de tourisme. C'était pas prêt. Il y avait pas de train à grande vitesse, évidemment. Ah ouais, en 95. Oui, le réseau ferré à grande vitesse en Chine a commencé en 2008. En 2008, ils ont commencé les premiers kilomètres, et là maintenant il y a 48 000 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse. En 95, on prenait le train pour aller le week-end, on allait dans des villes où il y a des... En fait, c'était l'aventure culturelle pour partir en Chine. On allait voir des temples, on allait voir des grottes, des grottes avec des Bouddhas sculptés à l'intérieur. On allait voir des grands paysages, mais tout ça prenait énormément de temps pour se rendre sur place. Même si c'était, en fait, aujourd'hui, on se rend compte, c'est à 3 heures de voiture de Pékin, mais à l'époque, il fallait une nuit en train. Ouais. Et on est arrivé dans une grande ville minière, mais qui était des gens qui étaient encore des troglodytes. Okay. On descendait du train, on était une dizaine d'étrangers, toute la gare se rassemblait autour de nous, les gens nous regardaient quand on avait l'impression qu'une soucoupe volante venait de se poser et que les gens regardaient qu'est-ce que c'est que ces Occidentaux. Donc il y avait vraiment une grande différence. C'était, même en parlant un peu chinois, c'était pas facile de trouver des gens avec qui on pouvait vraiment avoir des conversations, on va dire, au-delà des clichés, quoi. Mais tout ça a changé parce que justement maintenant, on voit que les Chinois ont une connaissance superficielle, mais quand même, on va dire, je les trouve beaucoup moins formatés sur les questions internationales que sont les étrangers, par exemple, aujourd'hui. Donc, pour revenir au changement de la Chine, il n'y avait pas d'infrastructure touristique.
les étrangers, on n'avait pas le droit d'habiter on ne pouvait pas aller louer un appartement. Par exemple, si on passait 3 mois à Pékin, il fallait habiter soit dans une université, le dortoir pour les étudiants étrangers, Ok. soit dans une cité diplomatique. Enfin, c'était très restreint. Les gens qui venaient nous voir, nous parler, étaient contrôlés. Enfin, c'était quelque chose de très. Comme je disais, on partait vraiment à l'aventure. Et maintenant, c'est la destination touristique numéro 1, je dirais, même pour les Occidentaux. Je crois qu'il y a 25 millions d'étrangers qui ont visité la Chine l'année dernière. Même pour les expatriés, de plus en plus. Oui, énormément. Tout le monde soit veut aller là-bas, soit doit aller là-bas, parce que c'est là que ça se passe économiquement. Et il est vrai qu'avant le Covid, il y avait énormément d'Occidentaux, on va dire, et même pas que d'Occidentaux, d'ailleurs aussi beaucoup d'Africains, beaucoup de Moyen-Orientaux en Chine. Il y en a beaucoup qui sont partis à cause du Covid, et ceux qui sont revenus maintenant sont des gens qui ont, on va dire, un vrai intérêt pour la Chine. C'est pas des gens qui ont été envoyés par leur boîte, qui attendent qu'une chose, qui est de pouvoir repartir parce qu'ils soit ils parlent pas chinois, soit ils n'aiment pas la culture locale ou la nourriture locale. Voilà. Maintenant, c'est plus, on va dire, une immigration de choix, de gens qui sont passionnés par la Chine, de gens qui sont intéressés ou qui sont appâtés financièrement par les opportunités en Chine. Donc voilà, c'est les gros changements qu'on a vus. Je dirais, c'est à partir de 2008 où il y a vraiment eu, les Chinois le disent eux-mêmes, 2008, les Jeux Olympiques de Pékin, c'est là qu'il y a vraiment eu un saut qualitatif en Chine, construction des infrastructures donc de trains à grande vitesse. Là, les villes ont commencé à pousser comme des champignons avec un centre d'affaires, comme on voit un peu comme dans tous les pays développés. Et voilà, et puis des transformations aussi politiques, économiques, sociales très importantes. Et aujourd'hui, les étrangers qui arrivent en Chine sont absolument renversés parce que par la différence en fait entre ce qu'ils voient et entre ce qu'ils ont entendu dire dans les médias occidentaux sur la Chine. Voilà, ils s'imaginent un pays ultra pollué, en développement, un peu chaotique et tout ça. C'est plus du tout ça. Ça l'a été pendant une époque, mais aujourd'hui, on est vraiment passé. Enfin, je dirais, c'est pas la Chine qui vit dans le futur, mais c'est peut-être un peu plus l'Europe qui restait un peu bloquée dans les années 2010-2015 en fait. C'est ça. Je le vois dans les rues de Paris. Je regarde les voitures, les vélos, les transports en commun, les choses comme ça. Il n'y a aucune différence avec 2010-2015. En Chine, au moment du Covid, il y a eu 3 ans pendant lesquels la Chine était fermée au reste du monde. Et il y a eu un bond, là encore, un deuxième bond qualitatif. Donc il y a eu 2008 d'abord, et puis là, à nouveau le Covid, où là, tout est passé à l'électrification. C'est-à-dire qu'en 2023, quand ils ont ouvert, eh bien, on a vu le parc automobile de Shanghai qui est passé à 70% d'électrique. Et c'était un choc parce que quand j'y suis retourné, je me suis dit mais il y a quelque chose de bizarre dans cette ville que je reconnais pas vraiment. Et c'était le silence en fait qui m'avait choqué. Parce qu'il y avait plus de bruit sur les routes, plus de klaxons, plus de bruit de moteur, plus de bruit de scooter. C'était vraiment et le changement s'est fait en 3 ans. Il y a toutes les marques de véhicules électriques chinois qu'on connaît maintenant en Europe. Ils ont développé tout un réseau de recharge de batterie ou de changement de batterie. Et tout ça n'existait pas en 2019. Et puis en 2023, le pays avait été couvert. C'est vraiment impressionnant. Il y a plusieurs clichés, à mon avis, qui sont dans l'esprit des Occidentaux, à cause de la propagande s'il y a un aspect politique, ou sinon juste l'image que cela semble renvoyer avec les productions culturelles qui ne viennent pas directement de Chine, mais qui veulent représenter la Chine. Donc là, il y a eu une citation, c'est par exemple la question de la pollution, mais qui était réelle, je pense. Oui, très fort. Ouais. Mais on oublie l'énorme travail en fait de correction qu'il y a eu juste après pour la dépollution. Mais il y a aussi, on entend beaucoup parler du crédit social, on entend parler du parti communiste dans un pays qui semble quand même ultra-capitaliste, finalement. Donc ça aussi, je pense que ça peut créer un espèce de problème un peu de conscience, parce que quand on va parler communiste, tu parles de 95, c'est quelques années après la chute du bloc soviétique. Donc il y a une image très spécifique quand on est en Europe et quand on pense à l'Europe de l'Est sur ce qui est vraiment le communisme ou autre. Quel est, selon toi, alors si on a plusieurs mais surtout le cliché qui pour toi est, je vais pas dire le plus absurde, mais qui est le plus répandu en Occident et qui est complètement faux et qui est même donc dommage d'exister dans l'esprit des Occidentaux quand ils se font une idée de la Chine? C'est une excellente question parce que il se trouve que c'est le sujet de mon prochain livre. Où en fait je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le système politique chinois en fait. Le livre va être en 2 parties. Qu'est-ce que c'est que le système politique chinois, comment est-ce qu'il est articulé, et puis ensuite le miracle économique chinois, comment est-ce qu'il s'est passé. Donc pour revenir à ta question, le cliché justement que je vais essayer de combattre grâce à cet ouvrage, c'est
justement, que même les gens qui sont bien disposés envers la Chine la comprennent pas, en fait. Parce qu'ils vont dire « Ah, mais en fait, c'est pas du tout communiste, ils sont ultra-capitalistes. En fait, ils sont ni l'un ni l'autre. » C'est ça qu'il faut bien savoir, c'est que quand on dit, et c'est ça qui fait peur aux Occidentaux, qui ont un petit peu ce réflexe pavlovien que dès qu'ils entendent communistes, ils pensent à Pol Pot et les Khmers rouges, ou ils pensent à Staline, et ils se disent, en fait, les communistes, c'est tous des sanguinaires qui assassinent des centaines de millions de personnes. Même le souvenir de Mao, quand même. Ou même de Mao, voilà, avec les erreurs, les errements du maoïsme, qui ont causé effectivement beaucoup de morts. Eh bien, effectivement, c'est quelque chose où on se dit, les gens se disent, mais en fait, la vie n'a aucune valeur pour les communistes. Donc, voilà. Donc, en fait, le problème, c'est de penser que la Chine est un pays communiste comme l'URSS, comme la Corée du Nord, même aujourd'hui, ou comme tous les autres régimes communistes. La Chine se définit comme une économie socialiste de marché à spécificité chinoise. Donc, c'est 3 concepts en un. Et il faut bien comprendre que ça n'est pas communiste parce que c'est une économie de marché, donc c'est mercantiliste, mais c'est pas capitaliste. Et pourquoi c'est pas capitaliste ? Parce que, au contraire de l'Occident, la sphère politique est toujours au-dessus de la sphère économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oligarques en Chine, il n'y a même pas de classe bourgeoise, il n'y a pas une bourgeoisie dans la définition occidentale de la bourgeoisie, où, grâce à une certaine richesse économique, eh bien, les bourgeois s'achètent une participation politique au Parlement ou des choses comme ça. Ça n'est jamais arrivé en Chine, c'est arrivé entre 1912 et 1949. Ça a été, donc c'est la fin du système dynastique chinois en 1912. Là, effectivement, il y a eu une petite épopée bourgeoise jusqu'en 1949 à laquelle le Parti communiste a mis fin. Voilà. Et on voit l'exemple aujourd'hui, par exemple, avec des affaires internationales qui ont été traitées de façon biaisée, comme toujours dans les médias occidentaux. Par exemple, le patron d'Alibaba, Jack Ma, qui justement, cette personne qui se prenait pour un oligarque, qui s'est senti pousser des ailes, parce qu'effectivement, il était très bien reçu en Occident. On disait, et en plus, il parle bien anglais, donc tout le monde disait... Il parle bien anglais, mais il y a eu une rencontre lunaire entre lui et Elon Musk, oui, où il parlait d'espace. C'était assez lunaire. J'invite les spectateurs à regarder. On voit un Elon Musk qui ne comprend pas cette personne, mais on voit que lui se prenait vraiment pour un génie intégral. Exactement. Il y a eu vraiment une espèce d'hybris chez Jack Ma, où il s'est finalement laissé aller à comparer le système bancaire chinois à un mont de piété. Il disait le système bancaire chinois est complètement dysfonctionnel. Il a fait cette comparaison très maladroite en public aux États-Unis, et tout de suite le marteau est tombé. Et on lui a dit que ça serait bien qu'il parte en pré-retraite. Et puis, ce qu'il a fait. Il est parti, il s'est mis au vert à Singapour pendant quelques années. Et puis, il a été réinvité à venir. Alors, pas dans le poste, c'est pas lui qui dirige Alibaba, parce que maintenant, il y a un système, comme dans beaucoup de sociétés chinoises d'ailleurs, il y a un système de CEO, comment on appelle ça, revolving, donc tournant. Oui. Voilà, où en fait, tous les 3 ans, le CEO change, il y a un team de CEO, et puis tous les 3 ans, ça tourne comme ça. Et lui, c'est des espèces de mentors stratège, où en fait il continue à donner quand même des grandes directions. Président d'honneur quelque part. Voilà, mais il a plus de pouvoir opérationnel. Ouais. Et donc c'est ce qui se passe avec les gens qui ont des tentatives comme ça, qui font des tentatives de s'émanciper de la tutelle du Parti communiste. Et bien tout de suite ils sont rappelés à l'ordre, parce qu'on leur rappelle bien que c'est la sphère politique qui contrôle l'économie, et c'est ça le garant de la souveraineté d'un pays. Et justement, là, on a entendu parler de coups de marteau, c'est-à-dire de se faire rappeler à l'ordre, d'avoir un peu de la patrouille qui arrive. Là, je pense que ça va activer une vision qui est donc peut-être pas un cliché, mais qui est obligatoire, c'est-à-dire un régime peut-être totalitaire, c'est-à-dire un parti... Autoritaire. Donc autoritaire assumé. Et comment est-ce qu'il est composé ? Si des personnes, là, entendent ça, se disent immédiatement, donc là, on est face donc apparemment à une sorte de parti qui serait uni, donc peut-être unique, et qui peut asséner des coups de marteau sur les entrepreneurs ou la population ou imposer son ordre. Qu'est-ce qui pourrait être donné comme argument qui permettrait de mieux comprendre la composition politique, qui permettrait donc de bien comprendre la différence entre le côté autoritaire et un côté totalitaire ? Alors, il y a un côté autoritaire, effectivement, où il y a des règles qui sont établies par le parti, sachant que le parti travaille pour le peuple. C'est ce qui est... C'est l'expression consacrée en Chine, c'est au service du peuple. Donc c'est le Parti communiste qui travaille pour le peuple chinois, donc qui préserve sa souveraineté territoriale d'abord, mais également financière, technologique, alimentaire, tout ça. Et donc ça c'est le rôle, c'est la légitimité en fait du Parti communiste chinois. C'est d'abord d'avoir sorti l'envahisseur japonais, 2, de s'être débarrassé
du Kuomintang, dont la classe comprador occidentalisée, qui était ultra corrompue et qui en fait vendait le pays, on se rappelle les guerres de l'opium et des choses comme ça, donc qui collaborait avec l'étranger globalement. Donc c'est d'avoir sorti l'ennemi externe et l'ennemi interne, et ensuite depuis d'avoir permis la croissance économique du pays. Donc la légitimité, elle vient d'avoir rétabli en fait, d'avoir sorti la Chine du siècle d'humiliation, donc les guerres de l'opium, ça je rappelle pas à vos téléspectateurs, ils le connaissent certainement, donc d'avoir rétabli en fait l'ordre dans le pays, et ça c'est possible uniquement justement grâce à un régime qui va être autoritaire dans le sens où il y a un certain nombre de règles à respecter. Alors il faut pas dire il y a pas de démocratie en Chine, parce que là aussi c'est un cliché qui est faux. Il y a plus de gens qui votent, je vais choquer vos téléspectateurs, mais il y a plus de gens qui votent en Chine que de gens qui votent en Europe. Pourquoi ? Parce que d'abord, en Europe, on a un énorme taux d'abstention. Donc même si on a 450 millions de votants, il n'y en a pas autant qui votent, effectivement. En Chine, il y a des élections au niveau municipal, c'est-à-dire les petites villes. Les gens votent sur les questions qui les concernent au quotidien. Donc ça va être l'éducation des enfants, la voirie, les ordures, toutes ces choses-là. Donc les questions qui concernent leur vie privée, donc c'est leur vie quotidienne. Donc ça c'est quelque chose sur lequel les gens votent. Et puis ensuite il y a le Parti communiste chinois, 100 millions de membres, qui votent sur absolument toutes les décisions qui sont prises pour le pays. Donc c'est-à-dire qu'en fait chaque niveau, chaque échelon vote pour l'échelon supérieur. Donc il faut bien voir que Xi Jinping, c'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça, un espèce de dictateur qui a pris le pouvoir par la violence. C'est quelqu'un qui a été élu par l'échelon inférieur. Ces 7 personnes-là, ces 7 grands sages, ont été élus par 250 grands sages aussi, mais d'un niveau inférieur, et ainsi de suite, jusqu'au niveau grassroots. Donc il y a énormément... Et eux, par contre, il n'y a pas d'abstention dans le Parti communiste. Quand il faut voter, tout le monde vote. Donc dans les chiffres, en fait, on voit qu'il y a énormément de décisions qui sont prises en Chine par des élections, par une forme de démocratie. C'est d'ailleurs ce que Xi Jinping a expliqué. Il a dit... En 2017, il a expliqué que la Chine ne suivrait jamais le modèle de la démocratie libérale occidentale. Et c'est à partir de là que Donald Trump s'est retourné contre lui. La première guerre commerciale, on s'en rappelle, c'est 2018, l'arrestation de la fille du fondateur de Huawei, les premières sanctions commerciales, les premiers droits de douane, tout ça date du moment où la Chine dit « nous ne deviendrons pas comme l'Occident ». Et là, ça a été pour l'Occident la grosse déception, parce qu'en fait, c'était ça l'objectif. C'était de faire entrer la Chine dans l'OMC en 2001, on s'en rappelle. On se rappelle de Bill Clinton, de Bush, qui disait il n'y a aucun pays dans le monde qui a accepté le capitalisme en laissant la démocratie à la frontière. C'était le pari qui était fait par les Occidentaux. Donc en fait, c'est le piège qui était tendu à la Chine. Et la Chine, en fait, a trouvé un modèle alternatif en disant mais on peut avoir on va dire des formes de démocratie au sein de la gouvernance chinoise, mais qui ne seront pas une démocratie à l'occidentale. Et en fait, le terme que j'ai traduit dans mon ouvrage, c'est la démocratie constante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que disait Xi Jinping, où il a expliqué directement dans des interviews, il a dit, en Occident, on réveille les gens tous les 4 ou 5 ans, au moment des élections, ils ont un dixième de seconde de liberté pendant lequel ils glissent leur bulletin, et puis une fois que le président a été élu, il est inamovible, pour les 5 prochaines années, quoi qu'il se passe, qu'il soit corrompu, qu'il soit incompétent, il peut se passer n'importe quoi, il va rester au pouvoir jusqu'à la fin. Si c'est ça la démocratie, nous, ça peut pas s'appliquer pour la Chine. Voilà. Donc ça expliquait un petit peu toute l'hostilité en fait occidentale, c'est de se rendre compte qu'en fait la Chine avait créé son propre modèle, qu'elle n'a pas l'intention de présenter comme un modèle pour le reste du monde, mais de se rendre compte qu'en fait elle deviendrait pas la Russie de Boris Yeltsin par exemple. Et ça, c'était l'objectif, c'était ce qui était prévu pour la Chine, c'était en fait de laisser les libéraux arriver au pouvoir, par Tiananmen, par d'autres stratagèmes, pour en fait qu'ils puissent vendre le pays à Wall Street et s'enrichir encore plus. Voilà. Donc là, ça a été la déception occidentale. Donc c'est ça qu'il faut bien voir en Chine, c'est toujours cette prépondérance de la sphère politique sur la sphère économique. Mais ça, forcément, ça demande un certain degré d'autoritarisme, mais pas de totalitarisme, parce que, j'invite vos téléspectateurs à y aller, à aller en Chine, c'est-à-dire maintenant, il n'y a plus besoin de visa. Il y a un degré de liberté au niveau individuel en Chine que vous sentez que vous n'aurez pas, qu'on n'a plus ici en Europe. Je vais donner un exemple. Les gens vont dire oui, nous ici, on peut insulter le président, on ne va pas finir en prison pour ça.
Alors, il est vrai qu'en Chine, personne ne s'amuse à insulter le président ou le Parti communiste, parce que là, effectivement, c'est quelque chose qui est pénalement répréhensible. Après, quel est l'intérêt d'insulter ou de gifler Emmanuel Macron, à part pour dire qu'on a la démocratie chez nous? Ça ne fait pas avancer le pays. Comme on dit souvent, on dit en Chine, en Chine, on peut pas changer le parti, mais on peut changer les politiques. Si elles sont pas bonnes, on les change. En Occident, c'est le contraire. On peut changer de parti, de gouvernant Mais tout la le temps, politique reste la mais même. la politique reste la Ouais. même. On le voit, les politiques migratoires, les politiques économiques, ça fait 50 ans qu'elles sont absolument les mêmes, quel que soit le bord politique du président. Donc, qu'est-ce que veulent les gens? Qu'est-ce que veut le peuple, finalement? C'est avoir la liberté d'insulter on va dire, le dirigeant, le leader, ou c'est d'avoir une liberté au quotidien, pas juste de voyager ou quoi, parce que c'est des clichés, c'est de la jouissance, mais par exemple, de pouvoir jouir des fruits de son travail. Je vous apprends rien qu'en France, à partir de 1 000 euros, vous pouvez plus faire transaction en cash. Vous pouvez plus toucher votre argent dans votre compte bancaire de la façon dont vous le voulez, parce qu'il faut donner à la banque, il faut expliquer à la banque ce que vous allez en faire. Quand vous recevez un transfert de 500 euros, il faut expliquer ou 1 000 euros, il y a Tracfin qui appelle la banque vous appelle. Qu'est-ce que c'est que cette transaction? Quelle est votre relation avec cette personne-là? En Chine, on fait des affaires soit de société à société, soit de personne à personne. Vous pouvez recevoir 30, 40, 50, 70 000, 80 000 euros. Il n'y a pas un coup de fil de la banque. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est pouvoir jouir du fruit de son travail, donc c'est-à-dire son argent, de la façon dont on veut, ou c'est pouvoir insulter le président. Voilà. Donc là je caricature, c'est vraiment ces deux extrêmes, mais c'est pour montrer que au quotidien, et ça vous pouvez le demander à tous les Occidentaux qui vivent, tous les étrangers qui vivent en Chine, il y a vraiment un degré de liberté qu'on ne ressent plus en Occident. Voilà. Après, on pourrait développer pendant des heures. Oui. Ouais. Mais toujours pour essayer de mieux comprendre la Chine, il y a aussi la question civilisationnelle. On l'entend de plus en plus, c'est-à-dire d'expliquer que c'est donc une civilisation différente, qu'ils ont une vision du monde différente, qui d'ailleurs est assez claire quand on écoute ne serait-ce que le discours de fin d'année ou de début d'année, les vœux de Xi Jinping. On a même pu voir la différence entre les vœux d'Emmanuel Macron et les vœux de Xi Jinping. Bon, voilà. Ouais. Avec image à l'appui pour Xi Jinping, on voit le développement du pays, et pour Macron, bon, de toute façon, c'est la caméra sur lui, et ce n'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. Ouais, exactement. Et vous allez devoir faire des efforts. Bref, mais après, c'est notre cher Emmanuel Macron. Mais là, quand on parle de la Chine, c'est un peu comme un événement, je tiens à le rappeler, on en a même parlé tout à l'heure, on a vu qu'il y a une méconnaissance totale du sujet chinois. On a vu sur un plateau de LCI de demander le nom de 3 Chinois vivants, et les spécialistes de plateau n'en étaient pas capables. J'ai l'impression aussi qu'on a des idées arrêtées dans le temps sur les événements fondateurs qui nous permettraient de comprendre la civilisation chinoise. Je pense que si on doit parler de la Chine, on va entendre immédiatement, de toute façon la Chine, c'est la Chine de Confucius. Confucius, ça me paraît quand même plutôt ancien. Ouais. Et il faut quand même se dire qu'on le sait tout le temps pour l'Occident. On en a des livres depuis des siècles. On a des grands penseurs qui ont influencé la politique, la religion, la politique étrangère, etc. Est-ce qu'il y a des personnages fondateurs, des penseurs majeurs, autres que Confucius, qui nous permettraient en plus de commencer à peut-être définir ce qu'est la Chine, qui normalement, je crois, veut dire empire du milieu aussi, donc c'est censé être une vision différente. Est-ce qu'il y a des penseurs et une définition peut-être un peu plus fraîche que l'on pourrait donner pour définir la Chine? Alors oui, il y a énormément de penseurs autres que Confucius. D'ailleurs, la Chine, c'est une erreur de dire que la Chine est un héritage confucéen. Ça n'est pas que confucéen. Il y a aussi un grand rôle de l'école des légistes. Il y a Mencius, que je cite en introduction de mon ouvrage. Il y a Sun Yat-sen, donc le père, on va dire, de la Chine, que ce soit à Taïwan ou en Chine continentale. Il est reconnu comme le père fondateur de la Chine contemporaine. C'est-à-dire c'est lui qui a été le premier, on va dire, homme d'État après le système dynastique chinois. Donc il y a Sun Yat-sen. Et puis ensuite, il y a Mao. Et il faut regarder à chaque nouveau président en Chine, il y a une nouvelle doctrine, en fait, que chaque président crée. Et on voit Xi Jinping, quand il fait un discours en ce moment, régulièrement, il cite ses prédécesseurs, qui ont tous marqué l'histoire de la Chine avec leur pensée ou leur doctrine. Donc il va y avoir, donc évidemment, Mao Tse-tung, donc
la pensée de Mao Zedong, et puis ensuite il y a la doctrine de Deng Xiaoping, et puis ensuite il y a Jiang Zemin avec ses 3 représentations, et puis ensuite il y a Hu Jintao, et puis ensuite à nouveau Xi Jinping qui lui aussi a fait une théorie comme Mao Tse-tung. Donc en fait on voit la pensée de Xi Jinping et de Mao sont au même niveau, au niveau de l'appellation. En fait, c'est pas une doctrine, c'est une théorie. Voilà. Donc on voit, mais chaque président chinois se doit, et ça c'est ça qui est important de voir au niveau du parti communiste chinois, c'est qu'il y a vraiment une connaissance du marxisme d'abord, qui est très profonde, sur laquelle les membres du Parti communiste sont testés régulièrement, sur lequel ils doivent disserter, sur lequel duquel ils doivent s'inspirer pour proposer des nouvelles politiques publiques. Et c'est ce que disait Xi Jinping récemment. Il a dit, mais la Chine a réussi à, en fait, adapter le marxisme, qui est toujours qui est toujours fondateur pour la Chine, donc théorie étrangère, le marxisme, hein, c'est pas chinois, qui a adapté le marxisme à la réalité de la tradition chinoise. Ça risque de hérisser le poil de beaucoup de marxistes, étant donné qu'on vient de dire qu'il y avait un côté assumé capitaliste. Mercantiliste. Voilà. Mercantiliste, oui. Voilà. Pas capitaliste, parce que contrairement aux pays capitalistes dont nous faisons partie, eh bien, l'argent redescend quand même au niveau du peuple. Hein. On le voit d'ailleurs dans les infrastructures. Nous, ici, on ne sait plus pourquoi on paye des impôts. En Chine, ça se voit. C'est aussi peut-être le taux de propriétaire aussi qui est important en Chine, je crois. Oui, c'est 90% des Chinois qui sont propriétaires de leur maison. Voilà. Oui, mais bon, enfin, il y a... C'est un petit indicateur, je veux dire. Bien sûr. Il y a des pays comme la Suisse où c'est 40% ou 50%, ce qui est ridicule. Mais donc pour revenir en fait au marxisme, eh bien le marxisme a été adapté à la réalité chinoise. Donc effectivement, il y a des éléments de confucianisme, des éléments du légisme, des éléments ensuite de la pensée de Deng Xiaoping, de Mao, et tout ça fait la réalité. C'est pour ça que c'est très difficile à expliquer et à comprendre d'un point de vue occidental, parce que c'est tout sauf idéologique en fait. C'est un mélange d'idéologies où on prend en fait ce qu'il y a de mieux, ce qui marche le mieux pour la culture chinoise, qui reste le socle vraiment de la gouvernance chinoise en fait. On va dire la culture chinoise est plus forte que le marxisme. C'est le marxisme qui a dû trouver un moyen de s'adapter à la culture chinoise. Et adapter aussi à chaque temporalité peut-être, comme par exemple la continuité. Assumer qu'il allait avoir une période de sacrifice pour la population qu'on a retrouvée chez les Japonais d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale. On a toute la génération qui après est devenue la génération des salarymen, qui d'ailleurs on souffre encore aujourd'hui avec le problème de démographie, destruction, atomisation sociale, etc. Mais c'était une génération qui avait accepté de se sacrifier pour la reconstruction du pays. Et quelle reconstruction en plus, parce que c'était devenu une grande puissance. Bien sûr. Peut-être qu'il y a aussi cet aspect d'adaptation en fonction de la temporalité et des défis du pays en lui-même. J'insiste sur ce point parce que tu parlais tout à l'heure de la différence entre les politiciens et le programme politique. C'est quelque chose que l'on n'a pas en Occident. On n'a pas de projection long terme. Bien sûr. C'est de mandat à mandat et en plus d'intérêt privé ou de caste, d'intérêt privé à intérêt de caste. Donc c'est quand même un univers complètement différent, quoi. Oui, et puis la Chine continue, malgré son développement économique et effectivement le fait qu'elle est souvent considérée comme étant capitaliste, ce qui est une erreur, il faut bien le répéter, elle continue à avoir une planification. Il y a un plan quinquennal tous les 5 ans, comme son nom l'indique, depuis 1949. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de planification qu'on avait nous aussi en France, dans la période gaullienne, on avait un commissariat au plan, ce qui a d'ailleurs permis à la France ce développement, ces 30 glorieuses en fait, où la France, dans les années 80, moi je parle toujours de la France en 1981, petit pays de 55 millions d'habitants, qui a sa propre industrie nucléaire civile, militaire, ses avions de combat, son aviation civile, 3 marques de véhicules qui sont vendus dans le monde entier, ses propres ordinateurs, Bull, merci Thierry Breton pour l'avoir fait faillite. Mais voilà, on était un petit pays qui avait tout. On avait vraiment la souveraineté à 360 degrés, quasiment. On ne va pas être naïf non plus, il y avait des endroits où en fait on était plus ou moins à la botte des Américains. On est sorti de l'OTAN, on avait vraiment tous les attributs de la souveraineté, autant que pouvait en avoir un pays occidental sous le parapluie américain. Et c'est ça qui a créé en fait ce grand respect de la Chine pour la France, jusqu'à aujourd'hui, malgré on va dire toutes les erreurs et les provocations, parce que c'est comme ça que je l'appelle, des Sarkozy, Hollande et Macron. Malgré ces 3 présidents-là, la Chine reste toujours très très bien disposée envers la France, grâce en fait
pas juste au général de Gaulle qui a établi les relations diplomatiques en 64. Ça, c'est anecdotique. Enfin, c'est bien. On était dans un des premiers pays occidentaux à le faire. Mais c'est surtout le fait qu'on avait une souveraineté qui faisait que la France rayonnait dans le monde. Et la Chine, aujourd'hui, se retrouve dans la position de la France en 1967. Quoi. Ouais. On a parlé là de doctrine et en même temps de programme quinquennal. Quelle est la doctrine de Xi Jinping et quelle est sa projection? Quelles sont les grandes lignes, surtout là pour cette année, les prochaines années? Qu'est-ce qui a été défini clairement par la Chine sur les points les plus importants, qui pourraient aussi concerner donc les Français, les Occidentaux? Alors, la doctrine de Xi Jinping, elle s'adresse à la Chine principalement, mais surtout la relation de la Chine avec le reste du monde. Donc en fait, c'est vraiment au niveau de la Chine, il faut que je me rappelle parce que c'est des slogans, c'est des slogans politiques. Il faut que je réussisse à retraduire en français. Mais pour la Chine, c'est en fait la prospérité pour tout le monde. En fait, c'est ça l'objectif de la Chine. C'est pas d'en faire un pays avec une caste super riche et puis le reste qui trime et puis qui s'appauvrit. C'est vraiment de réussir à faire monter toute la population chinoise à un niveau de développement économique de style classe moyenne. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la Chine. Et ensuite, c'est la prospérité pour le reste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, il a été établi par Xi Jinping que la prospérité de la Chine dépendait du fait qu'elle contribue à la prospérité du reste du monde. D'où les nouvelles routes de la soie, mais également, les nouvelles routes de la soie, il y a des applications, on va dire, très précises. Par exemple, la Chine partage son programme spatial avec les pays du Sud global. C'est-à-dire qu'on va avoir bientôt des astronautes africains, pakistanais qui vont s'entraîner à Pékin pour participer au programme chinois, programme spatial chinois. C'est la même chose dans les télécommunications. Ça va être la même chose dans l'agriculture. C'est-à-dire que la Chine va partager son savoir pour les énergies propres, par exemple. On accuse toujours la Chine d'être en fait toujours un très grand consommateur de charbon, ce qui est vrai. Elle ne peut pas s'en séparer parce que c'était 70% de son mix énergétique. Mais par contre, la Chine a inventé des systèmes de purification en fait de toutes les émanations des centrales à charbon. Donc, ce qui fait que maintenant on continue à brûler énormément de charbon en Chine, mais il est brûlé de façon beaucoup plus environnementale et il a été maximisé en fait. Et c'est la même chose pour les ordures. Il n'y a plus d'ordures en Chine. Alors, de quoi je parle? C'est qu'en fait, les Chinois ont inventé un processus d'incinération des déchets pour produire de l'électricité. Et ce qui fait qu'en fait, les ordures en Chine ont pris de la valeur parce que maintenant, toutes les communes essaient de se racheter leurs ordures pour alimenter la centrale électrique. Donc, c'est à une époque, il faut savoir qu'il y a 10 ans, la Chine était le centre de recyclage et d'envoi des ordures occidentales du monde entier. Alors, la Chine a décidé d'arrêter. Maintenant, c'est parti en Malaisie, c'est parti en Indonésie. Mais maintenant, la Chine n'a plus d'ordures à stocker ou quoi que ce soit. Tout est brûlé et transformé de façon propre en énergie. Donc, c'est la Chine, en fait. Alors, pour revenir à ta question sur la théorie de Xi Jinping, c'est faire monter toute la population chinoise. Donc, déjà en 2021, éradication de la pauvreté extrême en Chine. Il n'y a plus de gens qui ne mangent pas à leur faim en Chine. Il n'y a plus de gens qui n'ont pas de toit en Chine. Ça n'existe plus. Ça a existé jusqu'en 2021. Il y a encore des pauvres en Chine, hein, c'est évident. Mais c'est vraiment réussir à faire monter les gens en gamme au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi. Et ensuite, une fois que cette prospérité a été atteinte au niveau chinois, c'est de partager cette prospérité avec le reste du monde, parce que la Chine, justement, tu parlais de l'empire du milieu, elle ne veut pas être perçue ou se retrouver dans une situation où c'est finalement le seul centre de prospérité qui s'enrichit sur sa périphérie, en fait. Il faut que la périphérie soit prospère pour que le centre soit prospère également. Alors, prospérité dans la périphérie, mais il y a quand même des zones de tension. Je peux en même temps renvoyer les spectateurs à la lecture de la revue mensuelle de Géopolitique Profonde, où d'ailleurs j'espère qu'on pourra t'accueillir à nouveau. On avait eu le tout premier format là, qui est juste ici sur le nouveau format de janvier qui contenait un de tes articles. On a donc Sylvain Ferreira qu'on salue et qui a besoin, d'ailleurs qu'on le salue sur sa chaîne de veille stratégique, qui a besoin, voilà, à mon avis, d'encouragement en ce moment pour différentes raisons. Il nous a produit 2 articles très intéressants sur la doctrine militaire chinoise et sur aussi le statut actuel de l'armée chinoise. Et pour la doctrine militaire, c'était important, là on parlait de doctrine, donc de projection, il semblerait que l'armée militaire chinoise, eh bien,
soit vraiment focalisée sur ce qu'elle désigne clairement comme des menaces extérieures à absolument gérer. Et c'est surtout au niveau de ses frontières. Donc, même s'il y a la question de prospérité, il y a aussi des points de tension. Alors, Bien sûr. quels sont les points de tension que l'on peut définir? Est-ce qu'il y en a certains qui correspondent, pareil, donc, soit à des clichés, soit qu'on maximise parce qu'on aurait un intérêt occidental à ce que ce soit surreprésenté? Quelle serait la véritable menace principale, enfin les menaces extérieures ou les priorités de la Chine? Vraiment, juste en restant focalisé sur les intérêts chinois. Voilà. Alors effectivement, l'armée chinoise se modernise, l'armée chinoise se renforce, et c'est utilisé dans les médias occidentaux justement pour entretenir le mythe de la menace chinoise, où on nous dit, bah voilà, ils sont devenus puissants militairement, donc forcément, et maintenant ils sont devenus puissants économiquement, donc forcément ils vont commencer à avoir des ambitions territoriales, parce que tous les empires sont les mêmes. Parce que nous fonctionnons de cette manière. Exactement, c'est toujours la projection. C'est qu'il faut voir, c'est que quand on accuse la Chine de quelque chose, on a juste à regarder dans notre histoire occidentale et en fait on l'a fait. Donc on fait de la projection en disant ça peut pas être autrement. À partir du moment où un pays est riche, il va aller commencer à envahir les autres. Bon, il se trouve que c'est pas du tout le cas de la Chine. La Chine le répète, elle a toujours dit qu'elle n'avait aucune ambition territoriale avec ses frontières, ce qui veut pas dire qu'elle n'a pas de conflit frontalier. Parce que effectivement, il y a des zones, mais c'est tous des héritages de la colonisation chinoise. Mais effectivement, il y a des zones qui sont toujours pas réglées. On pense notamment avec l'Inde où il y a un territoire où il y a absolument rien, mais qui est Cachemire? Non, enfin c'est au nord du Cachemire, donc il y a Ok. vraiment la frontière avec la Chine. Et il y a une région qui est revendiquée par les deux pays. Il y a absolument rien, c'est à 6000 mètres d'altitude, c'est que de la rocaille. Mais bon, c'est une question de principe. Et ça, c'est hérité de la période coloniale dans laquelle la Chine a été affaiblie. Il faut voir que toutes les questions territoriales, et on va y venir, notamment Taïwan ou Hong Kong ou quoi, c'est des héritages en fait de la période coloniale et du grand jeu qui opposaient les Anglais aux Russes dans la région en Asie centrale et qui ont en fait, eux, découpé les territoires de façon à ce que ça crée des dissensions entre les grands voisins que sont l'Inde, la Chine, l'Afghanistan et la Russie. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la Chine se modernise militairement parce qu'elle doit défendre on va dire des intrusions ou des attaques potentielles qui vont venir, alors soit de l'Inde, il est peu probable que l'Inde initie un conflit, mais pour l'instant, on a vu que les deux pays ont réussi à mettre ça sous le boisseau. Ils ont décidé de mettre la question territoriale de côté pour pas en fait perturber la relation économique qui est de plus en plus importante. Le mois dernier, la Chine a ouvert la porte aux touristes indiens qui eux non plus besoin de visa. Donc là, on voit vraiment une déferlante de touristes indiens en Chine. Ce qui est très bon parce que ça va créer en fait ça va en fait désamorcer tous les malentendus qu'il y a entre la population indienne et chinoise qui sont très forts et qui sont entretenus par les médias occidentaux. Il faut se rappeler que la Chine c'est un pays anglophone, donc ils lisent énormément la presse anglo-saxonne et donc ils ont une image de la Chine qui est déplorable. Et le fait qu'ils puissent voyager sans visa, ça va atténuer en fait ces différences. Ensuite, il y a la question de Taïwan, la question de Hong Kong qui est la même en fait. Ça c'est la question, c'est l'héritage des guerres de l'opium où la Chine en fait a été dépecée par les puissances occidentales. On a pris Hong Kong, on a pris Macao, on a pris Qingdao, on a pris Dalian, on a pris toutes ces villes-là. On les a administrées pendant un certain nombre d'années et l'île de Taïwan a été envahie par les Japonais. Voilà. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les territoires qui appartenaient à des puissances coloniales sont retournés à la puissance coloniale. Donc on voit Hong Kong qui retourne au Royaume-Uni. On voit Macao et Timor-Leste qui retournent au Portugal. On voit toute l'Indochine française qui retourne à la France. Mais Taïwan ne retourne pas à la Chine. Les traités disent que ça n'appartient plus au Japon. Mais on ne dit pas que ça retourne à la Chine. Et en fait, c'est pire que ça. C'est que les gens qui ont rédigé ce traité de San Francisco, c'est celui dont on parle en 1952, Kissinger et Dulles disaient, mais en fait, c'est fait, on le fait exprès, de ne pas dire à qui ça retourne parce que ça pourra être utilisé contre la Chine à n'importe quel moment. C'est une ambiguïté constructive. Ça a été défini comme ça par Kissinger. Donc, c'est la question de Taïwan, c'est en fait la dernière question territoriale qui en fait permettra à la Chine de retrouver en fait sa totalité en fait, c'est de retourner en fait à la mère patrie, la Chine, puisque Taïwan a toujours fait partie de la Chine impériale,
Voilà. Donc après, on débat quel type d'administration sur l'île de Taïwan, sur quelle partie du territoire taïwanais, parce qu'effectivement, c'est tellement montagneux que l'administration chinoise sur l'île de Taïwan n'allait pas dans les montagnes où il y a les aborigènes, mais tout ce qui était les villes côtières, ça c'était administré par l'administration impériale chinoise. Donc ça a toujours appartenu à la Chine, mais ça a été retiré et placé, donc ça a été occupé par le Japon pendant 50 ans, et ensuite depuis ça a été... on a empêché la Chine de retourner prendre Taïwan en 1949, et ça a été mis sous tutelle américaine, avec des bases militaires américaines sur Taïwan. Ils sont soi-disant partis en 1976, et puis là ils sont revenus de façon tout à fait assumée. Il y a des bérets verts à 20 km de la côte chinoise, sur des petites îles qui appartiennent encore à Taïwan. Voilà. Donc l'armée américaine est retournée, il y a un système de pré-bail sur les systèmes d'armement. Les États-Unis en fait forcent Taïwan à s'armer jusqu'aux dents en disant mais c'est pas grave, c'est comme l'Ukraine en fait. Si vous n'avez pas l'argent pour le payer, c'est pas grave. Prenez, vous faites un prêt et puis vous rembourserez plus tard. Mais par contre, il faut prendre les systèmes de missiles. Donc en fait, Taïwan est en train d'utiliser en fait devient une véritable poudrière pour attaquer la Chine de la même façon que sont les Philippines, de la même façon que le sont le Japon et la Corée du Sud à une moindre mesure. Mais voilà, pour la Chine, il s'agit en fait de régler la question taïwanaise sans entrer en conflit avec Taïwan, parce que ça serait une énorme défaite pour la Chine de reprendre Taïwan par la force. C'est quelque chose que la Chine ne veut absolument pas, et c'est évidemment ce que les États-Unis veulent. Parce que s'il y a des échauffourées, s'il y a des tirs, s'il y a des victimes taïwanaises, c'est du pain béni pour eux. Ça veut dire qu'en fait, on a des Chinois qui se battent avec des Chinois, comme des Ukrainiens qui se battent avec les Russes. C'est essentiellement une influence américaine ou il y a peut-être d'autres États Alors les Américains ne font jamais rien par eux-mêmes, ils ont toujours des proxys, donc l'Ukraine dans un cas, là c'est Taïwan, et puis derrière, effectivement, il y a les Philippines. Les Philippines qui sont en train de remettre complètement à disposition, toutes les bases militaires philippines sont mises à la disposition des États-Unis. C'est la même chose au Japon, c'est la même chose en Corée. Le commandement militaire coréen est sous la direction d'un général 4 étoiles américain. Voilà. Ils ont essayé de faire la même chose avec l'Indonésie récemment. Les États-Unis ont exigé de l'Indonésie que l'armée américaine, l'aéronavale américaine puisse utiliser l'espace aérien indonésien sans demander l'autorisation au gouvernement indonésien. Le gouvernement a refusé. 3 semaines plus tard, révolution de couleur à Jakarta. Voilà. Donc la Chine veut sécuriser en fait le détroit de Taïwan, parce qu'il faut se rappeler que le détroit de Taïwan, que nous utilisons, nous occidentaux, comme excuse, en disant mais rendez-vous compte, si la Chine attaque, il faut qu'on sécurise le détroit de Taïwan, donc c'est pour ça que la France envoie des frégates, c'est pour ça que les Canadiens, les Anglais, les Allemands envoient des frégates dans ce détroit. Il faut savoir que ce détroit, 80% du commerce chinois passe par ce détroit. Donc s'il y a un pays qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'échauffourées militaires dans ce détroit, c'est la Chine, c'est pas l'Occident. La France n'a aucun intérêt dans ce détroit. Donc nous, on dit on va faire la police dans le détroit, alors qu'il n'y a aucun risque, puisqu'en fait c'est la Chine qui a besoin que ce détroit soit complètement pacifié. Mais elle compte pas outsourcer, délocaliser la sécurité du détroit de Taïwan aux Occidentaux. Elle veut le faire elle-même, et c'est pour ça que la marine chinoise n'est pas une marine on va dire de projection de puissance à l'autre bout du monde. On voit dans le cas de la mer Rouge ou du détroit d'Ormuz, les Américains qui essaient de forcer la Chine à intervenir contre les Houthis en disant mais de toute façon le canal de Suez c'est principalement utilisé par les bateaux chinois pour le commerce, donc vous avez intérêt à ce que ce soit pacifié, donc envoyez votre marine faire la police avec nous. Et là la Chine a dit, elle a vu le piège qui lui était tendu justement de dire mais non, mais nous ne sommes pas... on ne va pas répliquer ce qu'ont fait les Anglais et les Américains, la diplomatie de la canonnière. On ne va pas envoyer notre armée bombarder des pays pour laisser passer nos bateaux. Ce n'est pas du tout la raison pour laquelle on améliore et on modernise la marine chinoise. La marine chinoise, elle est utilisée pour sécuriser la première chaîne d'îles jusqu'à la deuxième chaîne d'îles, en fait. C'est-à-dire toutes ces îles qui encerclent la Chine. Donc la première chaîne d'îles, ça va être le Japon, Taïwan, les Philippines, jusqu'à Singapour. Donc là, il faut que la Chine puisse avoir les moyens de se battre et de gagner contre la 7e flotte américaine. Et jusqu'au-delà donc, du Japon, jusqu'à Guam, toutes ces îles-là, la deuxième chaîne d'îles, parce que là aussi, effectivement, c'est une zone
américaines de base. On se rappelle que le Japon a été bombardé à partir de ces îles-là, que toutes ces pistes d'atterrissage sur des îlots qui ont été utilisés pour bombarder nucléairement le Japon, eh bien, ils sont en train d'être rénovés, d'être remis à jour par les Américains. Pour bombarder qui ? Pas le Japon à nouveau, c'est forcément pour bombarder la Chine. Donc la Chine est en train de s'assurer que technologiquement, avec sa marine, avec les missiles hypersoniques, avec son aviation, elle puisse se sécuriser sur la question de Taïwan jusqu'à, on va dire, le milieu du Pacifique. C'est-à-dire que le Pacifique ne sera plus, on va dire, l'arrière-cour des États-Unis uniquement. C'est-à-dire que là, les États-Unis vont devoir accepter le fait que la Chine peut projeter sa puissance jusque-là. Mais ça s'arrête là. La Chine n'enverra pas de bateaux au-delà pour faire la police pour le reste du monde. Voilà. Elle a une base à l'étranger, la Chine, qui est à Djibouti, entre la base française, américaine et je ne sais plus trop quelle base. Tout le monde a une base à Djibouti. La Chine en a une qui a été utilisée pour lutter contre la piraterie somalie dans le détroit. Mais elle n'a pas utilisé cette base pour aller bombarder les Houthis, pour aller faire la loi dans le détroit d'Ormuz, comme s'y attend l'Occident. Parce que c'est ce que l'Occident essaie de lui faire, de lui dire, en fait, faites comme nous, faites la police, mettez-vous dans la coalition des volontaires, c'est le mot préféré d'Emmanuel Macron. La Chine ne veut pas être vue et ne veut pas devenir une puissance expansionniste. Voilà. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai pas lu l'article de Sylvain Ferreira, mais je pense que c'est effectivement très juste. C'est que la doctrine chinoise est une doctrine défensive, mais il faut bien voir que la défense, c'est pas la côte chinoise. Ça inclut Taïwan, parce que Taïwan, pour la Chine, ça fait partie de la Chine, et ça va redevenir chinois. Voilà. Et là, on parlait de l'aspect, donc le fait que la Chine ne souhaite pas être un gendarme du monde, enfin faire la police. Question sur la véritable efficacité ou non, la stratégie et la mise en application des actions chinoises sur les questions géopolitiques. Alors on se souvient que lors du début de l'opération militaire spéciale de ce qui est maintenant la guerre en Ukraine, on a la Chine qui s'est rapidement présentée pour essayer de proposer un plan de paix en plusieurs points. On sait aussi que lorsqu'il y a eu l'opération conjointe entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, la Chine appelle à des escalades, au fait de favoriser les voies diplomatiques. On voit que la Chine demande constamment de négocier, de viser la diplomatie, la paix. Mais on a l'impression qu'il y a uniquement des déclarations et que la Chine ne fait pas grand-chose. Alors déjà, première question, c'est est-ce que derrière ces déclarations, la Chine agit ? Pas en termes d'ingérence, vraiment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du soutien qui est apporté, est-ce qu'il y a des actions mises en œuvre où elle déploie, où elle utilise des moyens pour pouvoir essayer d'imposer leur vision qui est de vouloir favoriser la paix ou les négociations, ou alors est-ce qu'elle fait ces déclarations en restant spectatrice de la situation, parce qu'elle pourrait en tirer un bénéfice en voyant que des puissances s'affrontent pendant qu'elle continue à se focaliser sur son projet. Vous souhaitez soutenir Géopolitique Profonde ? Eh bien, c'est très simple. N'oubliez pas, en un seul clic, de cliquer sur le pouce, de commenter, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous êtes sur les plateformes de podcast, par exemple, au format audio. Eh bien, vous pouvez nous soutenir aussi en un seul clic en mettant les 5 étoiles. C'est fondamental pour pouvoir diffuser massivement notre contenu à un nouveau public et de continuer à soutenir le média. Donc vraiment, faites-le et je vous laisse. Bon visionnage. Alors, c'est effectivement c'est le procès d'intention qu'on fait à la Chine, de dire en fait c'est un profiteur de guerre, elle est très contente qu'il y ait guerre partout parce qu'elle s'en mêle pas, comme ça elle peut en profiter. Ça c'est un procès d'intention assez machiavélique. Il est sûr que pour une puissance commerciale, la guerre c'est pas bon. À l'inverse des États-Unis, qui est une puissance hégémonique déclinante, où en fait la guerre est un moyen de survie et de longévité, pour une puissance commerçante qui a besoin d'avoir des voies navigables sécurisées, la guerre, c'est pas bon pour le business. Voilà. Donc la Chine n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait des conflits. Oui. Après, elle a une doctrine de non-ingérence dans les affaires des États, parce qu'elle ne veut pas que les gens s'ingèrent chez elle, donc elle ne va pas s'ingérer chez les autres. Donc elle a une politique de neutralité, de non-ingérence. Cela dit, elle ne reste pas assise sur ses mains. Il y a une diplomatie très dynamique avec des envoyés régionaux. Alors sur la question, par exemple, du Moyen-Orient, sur la question ukrainienne, il y avait des diplomates de très haut rang chinois qui faisaient le tour des capitales pour essayer de ramener tout le monde à la table des négociations. Effectivement, comme tu disais, les plans de paix qui ont été proposés
soit toute seule, soit avec le Brésil, soit avec d'autres pays. On a vu qu'elle a réussi à rétablir des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc ça, c'est des choses concrètes. C'est-à-dire, c'est pas juste des paroles. Ils ont réussi à faire que l'Iran et l'Arabie Saoudite se reparlent, rétablissent des relations diplomatiques. C'est pas possible sur la question ukrainienne et russe, alors qu'elle essaie de le faire. Mais parce qu'elle voit très bien, et d'ailleurs la diplomatie chinoise l'a dit, elle a condamné la violation d'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie, mais la deuxième partie de la phrase, c'est « mais on comprend très bien d'où vient le conflit. La responsabilité du conflit n'est pas sur la Russie. La Russie est coupable, au regard du droit international, la Russie est coupable d'avoir envahi le territoire d'un pays souverain, certes. Mais la Chine ne va pas pour autant aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, sanctionner la Russie là-dessus, parce qu'elle dit la responsabilité du conflit n'est pas en Russie. On sait très bien où est-ce qu'elle est, on sait très bien qui a préparé ce conflit depuis 2014 et même depuis 1991. Voilà. Donc, avec l'expansion de l'OTAN et toutes ces choses-là, vous avez beaucoup de spécialistes à GPTV qui on peut citer, on le salue, parce qu'à chaque fois je dis que c'est peut-être un de ses meilleurs ouvrages, il en a fait plein de bons, c'est Lucien Cerise avec la guerre hybride de l'OTAN. Voilà, exactement. C'est la guerre hybride, c'est vraiment le modèle anglo-américain de création du chaos et d'expansion du chaos dans le monde entier. Donc la Chine est consciente de ça, et donc elle va pas sanctionner la Russie. En plus, elle a très bien compris, la Chine, depuis les années 80, où l'Occident néoconservateur, dominé par les néoconservateurs, a toujours soit attaqué alternativement soit la Chine, soit la Russie. Donc elle a compris qu'elle est dans le viseur des États-Unis et de l'hégémon anglo-américain, comme je l'appelle, de la même façon que la Russie, et que donc si elle lâche la Russie, eh bien elle va se retrouver toute seule, et puis elle sera la prochaine sur la liste. Donc effectivement, il y a de l'aide qui est faite avec la Russie, une aide commerciale, pas d'aide militaire. La Chine ne veut pas être vue comme un vendeur d'armes, en tout cas de solutions clés en main pour la Russie. Par contre, il est vrai qu'elle va assister la Russie sur des pièces détachées, sur des choses comme ça, mais de la même façon qu'elle le fait avec l'Ukraine. Je cite souvent ce chiffre jusqu'à récemment, c'était plus de 80% des drones ukrainiens qui marchaient tous, toutes les pièces venaient de Chine. Et quand les États-Unis ont essayé de faire pression sur la Chine en disant « arrêtez de fournir autant d'armements pour les drones russes », la Chine a dit « oui, très bien, mais à ce moment-là, on va réduire également du côté ukrainien », dans un esprit de neutralité. Voilà. Donc la Chine joue aussi avec l'hypocrisie, le deux poids deux mesures et l'hypocrisie occidentale. On peut en répond de façon hypocrite également. On peut en revenir à un aspect, parce que c'était pour moi important de le répéter, c'est-à-dire que la Chine reste quand même un État autoritaire. Et autoritaire, c'est peut-être sur la gestion de sa population, de la politique, etc. Mais aussi, dans les relations internationales, on peut dire qu'il y a une sorte de virilité, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent et ne se laissent pas faire. Je me souviendrai, pendant encore longtemps, il y a quelques années, on avait un diplomate chinois qui faisait le tour des plateaux. Il était même passé sur la chaîne Thinkerview, je me souviens, et qui représentait les loups guerriers. Si je me trompe pas. Oui. Voilà, et où là, on découvrait un Chinois qui était d'une agressivité assez surprenante pour le profil chinois, où on s'attend peut-être à quelqu'un qui va être plutôt dans le sourire, mentir un petit peu. Il était sûr de lui, dominateur, Ouais. mais dans les intérêts chinois. Et c'était assez surprenant. Et c'est peut-être aussi un aspect qu'on oublie, dont il faut peut-être se rappeler, c'est que le côté autoritaire veut dire que même si la Chine n'est pas dans le modèle occidental de l'agressivité, peut-être aussi on va dire de la provocation et des insultes, il y a des actions fortes qui sont menées, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine, alors par l'intermédiaire de cet ambassadeur, et puis après, les loups guerriers, effectivement, ça a été l'ambassadeur Lou Shaye, monsieur Lou Shaye, ambassadeur à Paris, qui maintenant s'occupe des questions européennes dans la diplomatie chinoise. Effectivement, la Chine, en fait, a surpris tout le monde parce que on s'attendait à beaucoup d'auto-effacement, à beaucoup d'humilité, en disant que c'était pas une vraie humilité, c'était de la fourberie. Enfin bon, c'est les habituels clichés sur les Chinois. Et en fait, la Chine ne se laisse plus faire, répond aux provocations, répond aux affirmations, aux mensonges, répond à la diffamation en disant non, ça n'existe pas, vous n'avez pas de preuves. Vous pouvez pas accuser comme ça sans preuve. Et c'est surprenant parce qu'effectivement, on n'avait pas été habitué à ça pendant des décennies. Ça a été assez mal perçu, ça a été très bien utilisé dans les médias occidentaux pour montrer justement que c'était en fait le commencement en fait d'une Chine expansionniste, d'une Chine revancharde, des choses comme ça. Donc ces ambassadeurs-là ont été un petit peu mis en
En retrait, ouais. Voilà, en retrait. On les a rappelés en disant calmez-vous. Continuons finalement à jouer avec l'image que les Occidentaux ont des Chinois. Voilà. Mais ça reste toujours été. Le fait est que les Chinois ne se laissent plus faire et ne vont pas accepter que ce soit l'Occident qui définisse la place de la Chine dans les relations internationales. La Chine prend la place qui est la sienne, prend la place qui était la sienne au XVIIe siècle. Il faut se rappeler que la Chine était déjà la première puissance économique mondiale au XVIIe siècle, avant que les Anglais leur mettent une pipe d'opium dans la bouche. Eh bien, c'était la première puissance économique et une très forte puissance diplomatique. La Chine reprend cette position-là. C'est pas une position agressive, mais elle n'acceptera pas que ce soit l'Occident qui lui dise quelle est sa place. Dans le domaine économique, où on a vu qu'on s'attendait à ce que la Chine soit éternellement un fournisseur bon marché de produits pour les marques occidentales qui, elles, se remplissaient les poches avec des marges démesurées, et bien maintenant, les marques chinoises arrivent, et les marges, c'est pour elles. Voilà. C'est plus pour les avec une puissance de haute technologie aussi qui a surpris. On va reconnaître aussi que on va reconnaître aussi que la Chine a fait un très bon travail d'infiltration pour la R&D. Pendant plusieurs décennies. On va dire c'est de bonne guerre, mais ils ont fait un bon travail. On les a accusés de copier des technologies, enfin de récupérer des technologies et de les copier. Mais là, on voit que maintenant, ils arrivent à développer les leurs. Et je pense, quand on peut voir, parce qu'il y a quand même accès à de nombreux contenus vidéo de personnes qui vivent en Chine et dans des villes qui sont même extrêmement technologique. Je ne sais pas si c'est Shenzhen qui est Shenzhen, Chongqing, qui est réputé pour être vraiment très développé technologiquement. On a l'impression qu'il y a un phénomène de ruissellement quand même, que c'est accessible quand même à la population, quoi. Bien sûr. C'est accessible à la population. C'est tous les robots qu'on voit dans les réseaux sociaux. Pour nous, c'est de la science-fiction. En Chine, c'est de la réalité. C'est-à-dire que les robots humanoïdes travaillent déjà dans certains EHPAD. Ils aident les personnes âgées à se lever. Ils les font se promener. Ils leur donnent les médicaments à la bonne heure. C'est quelque chose qui est assez réel. Je ne dis pas que c'est dans tous les EHPAD en Chine, mais déjà, il n'y a pas le concept d'EHPAD en Chine, mais on va dire que c'est quelque chose qui est en développement. Il y a tous les robots de livraison qui sont une réalité. Voilà, donc la vie, effectivement, la vie quotidienne des Chinois n'arrête pas de s'améliorer grâce à la technologie. Tu disais, ils se sont probablement inspirés de l'Occident, c'est sûr et certain. Je veux dire, quel pays qui ne va pas jeter un œil sur ce que fait le voisin? Parce que parmi les contes et légendes ou les accusations qu'il avait envers la Chine, par exemple, c'est le fait que, par exemple, pour le cas de la France, eh bien, il y a de nombreux bureaux de tabac qui sont, par exemple, tenus, tabac presse, qui sont tenus donc, par des Chinois, et que ce sont en fait des points de renseignement pour le Parti communiste chinois. Oui, pourquoi pas, mais quelles sont les preuves? Moi, je veux bien. Mais c'est pour dire la vivision qu'il y avait pendant un moment, quand il y avait... c'est-à-dire que, alors que la Chine était vue de telle manière, avec un certain mépris, usine du monde, etc., il y a eu cette construction-là qui s'est faite, sûrement à raison pour certains points, je pense surtout pour les États-Unis, d'ailleurs, qu'il y a eu quand même une opposition assez claire, mais c'est l'image qui a été construite, vu comme on a commencé la conversation, sur les différents clichés, ou en tout cas les idées que l'on a, sans forcément avoir pu les confronter en allant directement en Chine, ou en ayant vécu à certaines époques. Oui, non, mais ces clichés, mais ils sont développés dans les médias occidentaux, ils sont repris dans des magazines un petit peu spécialisés, on va dire, dont on parlait tout à l'heure, qui font leur beurre, parce que ça vend, en fait, de critiquer la Chine. Mais ce que je pense, l'erreur, c'est de penser justement que le lecteur occidental ne s'intéresse à la Chine que quand on en dit du mal. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur la Chine qui ne sont pas d'en dire du bien, mais qui sont de montrer en fait comment est-ce que nous, pays occidentaux, pourrions profiter d'une bonne relation avec la Chine, que ce soit au niveau de la R&D, de l'innovation, des choses comme ça, parce que c'est déjà le cas. Les sociétés chinoises investissent énormément en Europe. Je ne parle pas des États-Unis, parce que les États-Unis ne les laissent pas entrer, donc voilà. Mais en Europe, ça arrive. La France, en 2025, a été bénéficiaire de 12 milliards d'euros d'investissement chinois, dans des domaines très variés, de haute technologie. Les Chinois, Huawei devait monter une usine dans l'est de la France, pour des raisons de girouette politique chez nous. Eh bien, Huawei a mis le projet en suspens parce que, à partir du moment où on a un Bruno Le Maire ou un Emmanuel Macron qui dit, tout d'un coup, à peine rentré de Chine, qui dit mais de toute façon, hors de question que les Chinois rentrent sur le territoire européen avec la 4G et la 5G, Huawei se dit mais je fais quoi ici finalement, sachant que le gouvernement français donnait 800 000 euros de subventions.
Et tout d'un coup, on leur dit, mais on n'achètera pas vos produits. Donc Huawei se dit, je ne vais pas faire la même erreur que BYD. BYD qui avait monté une usine d'autobus électrique dans l'Oise, et pendant 3 ans, ils n'ont absolument rien vendu, parce qu'il n'y avait aucune commune en France qui voulait prendre la responsabilité d'acheter chinois. Parce qu'ils se disaient, nos administrés vont nous dire, pourquoi pas français, pourquoi pas brésilien, pourquoi pas turc. Donc en fait, c'est là qu'on voit que la propagande un peu neuneux anti-chinoise en France a des vraies répercussions sur l'économie française. C'est-à-dire qu'il y a des projets, des investissements chinois qui sont déplacés en Hongrie, qui ne voient pas le jour en France, qui partent finalement en Espagne ou en Pologne, parce qu'on a des médias spécialisés ou pas, qui entretiennent ce climat anti-chinois stupide. On se rappelle de l'histoire de Shein aussi, on leur dit, on accuse Shein des mêmes choses qu'en fait font Zara et H&M. Ouais. Et quand c'est Shein, c'est pas bon. Voilà, bon. Et ça détruit des emplois, ça fait partir des investissements. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Au nom de notre atlantisme, de notre suivisme atlantiste, on est en train de se tirer dans le pied, nous, Français. Ce que ne font pas les Allemands, ce que ne font pas les Espagnols, ce que ne font pas les Hongrois. Surtout depuis Trump 2.0, qui d'ailleurs était le sujet d'un des articles de la revue, s'intéressait à l'administration de Trump 2.0, où on rappelle quand même qu'il y a eu une sorte de fracture, notamment avec les tarifs douaniers, etc. Normalement, l'Europe, ou en tout cas la France, devrait essayer d'ouvrir un petit peu plus les yeux, mais peut-être qu'elle n'en a pas les moyens. Ben, nous, on a tous les talents, on a tous les moyens, mais on a une classe politique qui fait tout pour, en fait, se faire bien voir de l'administration américaine. Et en fait, nous sommes, nous, Français, les leaders de tout ce qui va être anti-Chine au niveau européen. C'est-à-dire que c'est Stéphane Séjourné qui, après une carrière brillante de 9 mois au Quai d'Orsay, en tant que dyslexique, quand même. Voilà, quand même. malgré ça, il a réussi à être brillant. Donc, il n'a pas donné satisfaction. Il a été promu, du coup, à l'Union européenne. Et c'est ce monsieur qui nous a fait une loi qui s'appelle la loi sur les accélérateurs industriels, qui est en réalité une loi qui va bloquer tout le commerce possible avec la Chine, parce que la liste on va dire, les barrières qui sont érigées pour que la Chine ait accès au marché européen sont tellement hautes que la Chine va dire non. Voilà. Ouais. Alors je pense que l'Union européenne est en train de bluffer, parce que je pense qu'on n'a pas les moyens, comme dit le député allemand dont je parlais tout à l'heure, on n'a pas les cartes en main en fait pour vraiment arriver à nos fins avec la Chine, pour tordre le bras à la Chine. Mais il se trouve que c'est nous, Français, bizarrement, qui sommes on va dire, le fer de lance de ce qui va être anti-chinois en Europe. Et c'est le reste des pays européens mais qui tirent les marrons du feu. Ce serait l'Allemagne en deuxième, peut-être ? Non, l'Allemagne, c'est le pays qui reçoit le plus d'investissements chinois en Europe. Parce que je pensais pour le secteur automobile, par exemple, qu'il y avait une compétition assez forte. Donc Oui, mais c'est une compétition que veulent... Alors justement, c'est très bien que tu me rappelles, parce que j'étais en train de perdre le fil de ce que je disais. Justement, cette compétition, c'est ce que veulent les industriels européens. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui s'auto-saisit pour dire oui, la compétition chinoise est néfaste, ça va détruire l'industrie européenne. Donc on va mettre des tarifs douaniers beaucoup plus élevés, on va leur empêcher de rentrer, on va leur imposer de faire des transferts de technologie. Et ce sont les grands patrons européens de Stellantis, de Daimler, de Renault qui disent non, surtout pas. Parce que nous sommes tous en joint venture avec les sociétés chinoises. C'est de notre joint venture qu'on a toute notre innovation en termes de nouveaux matériaux pour les voitures, en termes de chaîne d'approvisionnement, en termes de techniques de construction, en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de logiciels. Développement de logiciels et l'utilisation de l'IA là-dedans dans l'interface consommateur, l'interface pilote en fait. Donc, en fait, toutes les innovations nous viennent de nos centres de R&D qu'on a créés en Chine avec notre JV. Si jamais on commence à être hostile à la Chine, à pas laisser rentrer les véhicules, on va perdre cet accès à l'innovation. Voilà. En plus de ça, il faut se rappeler que comment est-ce que les véhicules chinois sont devenus aussi compétitifs et aussi technologiquement supérieurs ? C'est parce qu'ils ont laissé rentrer Tesla en Chine. C'est-à-dire que l'État chinois ne s'est pas dit « si je laisse rentrer Tesla, ça va détruire les ventes de BYD, ça va détruire les ventes des quelques marques qui existent à l'époque ». Ils ont fait rentrer ce qu'on appelle le poisson-chat dans l'aquarium, ce qui fait que ça a créé un système de sélection, en fait, où tout le monde a dû se mettre à niveau, ou essayer, ou disparaître. Et finalement, ça fait qu'en quelques années, je crois que c'est 2016 que Tesla est rentré sur le marché,
Tesla a été pendant des mois le deuxième plus grand bénéficiaire de subventions chinoises. Il faut le savoir. C'est Tesla qui prenait des centaines de millions chaque année pour produire, pour construire ces méga-usines à Shanghai et pour produire. Et c'est en fait ça qui a permis à tout l'écosystème chinois en fait de s'améliorer. Et c'est ce que veulent faire les Européens. Les constructeurs européens disent on a besoin d'une vraie concurrence chinoise sur le marché européen. Ça va nous permettre à nous aussi de nous mettre à niveau. Si vous nous protégez avec des barrières technologiques, des barrières environnementales, des barrières douanières, on va se retrouver dans un petit marché protégé sur nous-mêmes, mais en fait, on va péricliter. On va complètement perdre de compétitivité par rapport aux marques chinoises. Donc, on se retrouve dans un territoire, l'Union européenne, où on a une administration non élue qui crée des barrières, mais seulement dans toutes les industries. C'est-à-dire qu'on parle de l'automobile là, mais là, l'Union européenne est en train de nous sortir des barrières sur l'intelligence artificielle, sur les semi-conducteurs. Il faut savoir qu'on n'a pas de champion d'intelligence artificielle ou de semi-conducteurs en Europe. Mais on légifère pour interdire en fait l'accès aux Chinois, en fait, aux solutions chinoises. Voilà. Donc on est vraiment dans le problème de l'Union européenne, c'est qu'on est en train de devenir un marché qui est surprotégé, et comme partout, quand on est surprotégé, on s'affaiblit. Ouais. Voilà. Et pour rester un peu dans l'idée des clichés ou des accusations envers la Chine, ou des questionnements envers la Chine même, là on entend de plus en plus donc de Chinois mais qui vivent en Occident, qui décident de sortir du bois après avoir quitté la Chine pour témoigner de la réalité chinoise. Et il y a un sujet qui fait régulièrement le buzz. Je n'ai plus le nom de la femme, je crois que c'est surtout une femme chinoise qui est aux États-Unis, qui en parle énormément, qui parle de la question démographique, par exemple. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un autre sujet. Il y a plusieurs sujets chinois, c'est-à-dire on a parlé de la pollution, on a parlé du système dit totalitaire ou non, la question aussi de la bulle économique, est-ce que l'économie chinoise peut potentiellement s'effondrer avec les questions par exemple immobilières ou autres, mais aussi la question de la vérité sur le nombre d'habitants. Et là, on a vu qu'il y a des théories qui sortent ou des accusations pour dire qu'il n'y aurait pas 1 milliard, je ne sais plus combien de millions, c'est 5 ou 600 millions aujourd'hui en Chine, c'est peut-être beaucoup plus. Mais on a des théories qui nous expliqueraient qu'il y aurait peut-être 1 milliard de moins, ou peut-être en tout cas 600 millions de moins, et qu'il y a eu une grande phase de flou avec la politique de l'enfant unique, et que donc il est assez difficile de savoir quelle est la véritable population chinoise. Et un des arguments qui est avancé, que je trouve intéressant en termes de questionnement en tout cas, c'est que comme il y a une rétention d'informations, parce qu'il y a énormément de tensions, de conflits, etc., la Chine se doit de garder une certaine opacité sur la réalité de ces chiffres pour peut-être se montrer plus forte qu'elle ne l'est. Mais je vois que si je pose l'exemple, parce que aux États-Unis par exemple, ce sont des vidéos ou autres qui font des millions et des millions de vues, c'est énormément relayé, et c'est un vrai questionnement. Est-ce que les Chinois sont vraiment aussi nombreux, est-ce qu'ils mentent sur leur population à peut-être 50% ou autre? Moi, je travaille pas pour les statistiques chinoises, donc j'ai pas ces informations. Je suis obligé de croire les chiffres officiels. Mais enfin, si les chiffres officiels sont truqués, c'est-à-dire qu'il y a une complicité aussi au niveau des Nations Unies. Parce que la population mondiale est comptée aussi. Donc ça voudrait dire que les Nations Unies sont aussi en train de mentir au reste du monde. J'ai vu passer ces vidéos-là. Je ne veux pas y apporter beaucoup de crédit parce que je connais le profil de ces gens-là. Ce sont des gens qui souvent sont on va dire en délicatesse avec la justice chinoise, qui sont partis, qui en profitent pour se faire passer pour des dissidents. Parce que et c'est pour ça que j'en parle, c'est de plus en plus. Ouais. Oui, non, bien sûr, mais c'est pas difficile à trouver. Déjà, il y a tellement de Chinois, 1,4 milliard ou 500 millions, on s'en fout, mais ça fait quand même qu'il y en a beaucoup. Donc trouver un gars qui est pas satisfait avec son pays, qui raconte n'importe quoi, c'est pas difficile. Surtout si on commence à lui lâcher un billet ou lui promettre une chaire d'université. Ce que l'Occident a fait avec tous les dissidents chinois, on les a toujours grassement payés et on les a fait monter pour qu'ils continuent à lâcher un récit très sinophobe. Donc j'y apporte pas beaucoup d'importance. Après, il est clair que il y a un vieillissement de la population chinoise. Ça c'est quelque chose qui est reconnu en Chine et qui est on va dire combattu entre guillemets. Là, ça n'a rien à voir avec la politique d'enfant unique, parce que la politique d'enfant unique, ça fait 10 ans qu'elle est annulée. Et malgré ça, les couples chinois ne font pas beaucoup d'enfants, parce que comme la qualité de vie s'est améliorée et le coût de la vie a augmenté, eh bien c'est très cher d'élever des enfants en Chine maintenant, donc les gens ne veulent pas forcément en avoir d'autres. Oui, parce que d'ailleurs à ce sujet, il semblerait dans les questionnements de pourquoi est-ce qu'on voit autant de pays voir le taux de natalité s'effondrer, il semblerait que ce soit plutôt propre aux sociétés
complexe aux sociétés développées, Bien sûr. parce que, rappelons-le, le pays qui a le taux de natalité plus bas, c'est la Corée du Sud. Exactement, suivi directement par Taïwan. Le Japon, ça fait 30 ans qu'on en parle, je crois qu'ils étaient 122 millions et je crois qu'ils sont plus que 95 maintenant. C'est pas un problème. La dénatalité, c'est pas forcément un problème. Le Japon vit très bien de sa dénatalité actuelle. Il faut savoir que la Chine n'était pas à 1,4 milliard, c'est récent. Mais en 1949, au moment où Mao, le Parti communiste, a pris le pouvoir, c'était 750 ou 800 millions. Oui, Et je pense pas que même quand il y avait l'Empire des Trois Royaumes, oui, c'est ça. c'était aussi nombreux. Exactement. Et donc la Chine était plutôt dans son histoire aux alentours de entre 500 et 800 millions, traditionnellement, sur le même territoire. Là, elle est à 1,4 milliard. Quel est le problème si ça passe à 1,2 ou 1,1 ? Mais ce serait peut-être, là pour le coup, ce serait de dire, est-ce que donc, la Chine n'est pas exposée à de grandes turbulences économiques, comme de nombreux pays d'ailleurs, qui font face donc à cette pyramide des âges qui est... Alors, il y aura forcément des problèmes sociaux qui vont apparaître dus au vieillissement de la population, où il va falloir gérer toute cette population, on va dire, aux cheveux blancs, effectivement, alors, en termes de maisons de retraite, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, il y a une telle solidarité intergénérationnelle que c'est souvent les enfants, d'ailleurs, selon le confucianisme, justement, il y a une règle confucianiste qui s'appelle la piété filiale, qui fait qu'on doit s'occuper de ses parents dans leurs grands âges. On ne les met pas dans des EHPAD, justement. Alors, et des fois, on peut être obligé de le faire. Je ne dis pas que tous les Chinois s'occupent de leurs parents, loin de là, mais il y a quand même un socle civilisationnel qui fait qu'il y a une obligation morale de le faire et que beaucoup de gens font. Donc il n'y aura pas forcément de problème nous on peut en avoir en Occident où on connaît la population des EHPAD et puis le fait que, on a vu pendant le Covid, le nombre de gens qui ont leurs parents dans des EHPAD alors qu'ils vivent dans la même ville. Voilà. On peut se poser la question sur notre moralité et au lieu de pointer du doigt la Chine. Mais le vieillissement de la population chinoise, oui, va forcément apporter un certain nombre de problèmes, mais on peut voir justement que la robotisation de la société va permettre justement de pallier à un certain nombre de problèmes démographiques, que ce soit même au niveau des emplois. C'est-à-dire que si à partir d'un moment on se dit il n'y a plus assez d'enfants, il n'y a plus assez d'ingénieurs, il n'y a plus assez, justement c'est la robotique qui va prendre en fait le relais de ce genre de choses, et ce qui va permettre à la population, au gouvernement chinois, de faire monter en gamme la population chinoise, c'est-à-dire de dire en fait c'est pas si mal que ça, que tous ces boulots à trier des paquets dans une usine, c'est pas forcément quelque chose. C'est que ce soit un robot qui le fasse plutôt qu'une personne, et que cette personne-là soit mieux éduquée pour faire autre chose, c'est quelque chose qui va permettre à la société chinoise de encore, on va dire, accélérer son développement économique et technologique par rapport au reste du monde. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il faut pas que ce soit un choc, mais justement c'est ça qu'il faut voir en Chine. Que tu parlais de la bulle immobilière, qui est un truc, c'est fini depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a été fait. D'abord, la bulle immobilière, elle n'a pas explosé, parce que le gouvernement chinois ne laisse jamais exploser un problème, parce que ça peut se retourner contre lui. Donc la bulle immobilière a été dégonflée par le gouvernement chinois, qui a coupé les financements aux développeurs immobiliers. Ça a fait du mal à certains propriétaires, parce que certains développeurs immobiliers ont fait faillite. L'État chinois fait en sorte que le petit investisseur ne se retrouve pas sur le carreau, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais ça n'a pas été quelque chose de massif pour éviter en fait tout ce qui pourrait être en fait des troubles sociaux. Et c'est là on va revenir encore aux partis uniques. Bon, il y a des partis d'opposition en Chine, mais bon, c'est pas des partis d'opposition qui ont on va dire, la même latitude de liberté et la même surface électorale. Il n'y a pas de France Insoumise là-bas. Il n'y a pas de France Insoumise, malheureusement, mais on pourrait monter une antenne, je sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit un parti unique, entre guillemets, le Parti communiste, c'est une condamnation au succès. Parce que contrairement au modèle occidental, où on a tous ces partis d'opposition, et on a l'alternance, et on a la cohabitation, tout ça, les politiciens occidentaux passent leur temps, finalement, à pointer du doigt l'opposition en disant « mais moi, j'ai rien pu faire pendant mon mandat, j'ai pas pu changer, j'ai pas pu tenir mes promesses électorales, parce que l'opposition m'a pas laissé faire, parce que mon prédécesseur était un abruti, parce que... » voilà. Et donc, en fait, on se retrouve systématiquement en Occident à repousser la responsabilité de l'erreur, ou de la mauvaise performance politique, du personnel politique, sur l'opposition, sur
le prédécesseur, sur la cohabitation, des choses comme ça. En Chine, c'est pas possible. Le Parti communiste ne peut pointer de doigt à personne pour justifier ses échecs. Ça revient tout vers lui. Donc, c'est condamné au succès. C'est-à-dire qu'il faut continuer à donner de la croissance économique aux Chinois, il faut continuer à nettoyer le pays de façon à ce qu'il n'y ait plus de pollution de pollution aérienne, qu'il n'y ait plus de pollution de l'eau. Il faut continuer à développer des espaces verts, il faut continuer à développer des trains à grande vitesse. C'est ce système-là aussi qui favorise peut-être une lutte contre la corruption Exactement, exactement, parce que, et c'est là qu'on voit aussi la différence entre l'Occident et la Chine, la lutte contre la corruption en Chine, vous ouvrez le journal n'importe quelle semaine, vous avez un grand on va dire, administrateur régional, membre du parti, qui s'est fait pincer avec la main dans le pot de confiture, peine de mort. Commué en prison à vie, mais bon, voilà. Mais c'est toutes les semaines, vous pouvez regarder, et c'est dans les journaux chinois. C'est-à-dire qu'ils ne cachent pas le fait qu'il y a de la corruption chez eux. Géopolitique Profonde, c'est également une maison d'édition et je vous rappelle la toute première sortie des éditions de Géopolitique Profonde, Les Néoconservateurs de Laurent Ozon, un ouvrage fondamental qui touche directement le sujet que l'on aborde dans ce podcast sur la géopolitique mondiale et surtout la politique extérieure américaine. Pour comprendre ce qui a défini toutes les actions de la politique extérieure américaine au XXe siècle et également aujourd'hui, il faut lire cet ouvrage de Laurent Ozon. Vous allez tout savoir de cette caste, les néoconservateurs, qui possèdent ce nom aujourd'hui mais qui est également en pleine mutation. Tout est dans l'ouvrage, vous avez le lien en description. N'hésitez pas, commandez-le. Je vous souhaite une excellente lecture et bon visionnage. Nous, on leur donne un poste de ministre. On les change, voilà, on les change l'administration. Voilà, voilà. Et on va part au vert pendant 2-3 ans, et puis tu reviens. Cahuzac qui revient faire de la politique. Enfin, c'est hallucinant. Il y a une déresponsabilisation totale du personnel politique en Occident qu'il n'y a pas en Chine. En Chine, il y a de la corruption, il y a de la très grosse corruption. D'ailleurs, quand les Chinois entendent parler des montants de la corruption des politiciens européens, ça les fait rire. Ils disent, il s'est fait pincer pour combien 3 millions d'euros ? Petit joueur. Ouais. Nous, les nôtres, ils sont arrêtés pour 50 ou 100 millions. Mais ils se font arrêter et ils se font punir, peine de mort ou prison à vie. Voilà. Donc il y a un système de responsabilisation, mais il faut voir que la corruption, elle est de ce niveau-là en Chine parce que le développement économique a été stratosphérique et très rapide en quelques années. Donc les opportunités de s'enrichir illégalement étaient partout. Et c'est finalement, quand on est dans un système où tout le monde est corrompu à un certain niveau, en fait, on peut même pas ne pas être corrompu parce qu'en fait, tu deviens le problème. Donc tout le monde avait plus ou moins, aux limites de la loi, les mains un petit peu dans tous les pots de confiture. Et à partir de 2014, Xi Jinping a dit stop. Et la lutte anticorruption, elle démarre en 2014, et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et on a vu que c'est monté jusqu'au niveau d'un ministre de la Défense. Ouais. Qui a été condamné à prison à vie. C'est pas en Occident qu'on voit ce genre de choses. Absolument. Je vais devoir poser d'autres questions. Alors je suis désolé, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on tombe sur un spécialiste ou une personne qui peut parler de la Chine, on le prend un peu pour Madame Irma, c'est un peu comme un chat GPT. Il faut répondre absolument sur tout. Ouais. Mais pour continuer sur cet aspect, alors pas forcément des clichés, plutôt des questionnements, parce que ce n'est pas uniquement issu dans la presse occidentale atlantiste, donc qui est très sinophobe. Ouais. On l'a aussi même dans nos milieux, quand il y a des analyses géopolitiques, c'est la réalité de la relation Chine-Russie. Ouais. Ça, je pense qu'il y a un débat qui semble plutôt légitime. Alors même si on a des contenus, par exemple vidéo de rencontres diplomatiques ou même des réunions entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, on a même des extraits vidéo où il y a des conversations un peu chuchotées, où ils parlent de leur alliance pour les décennies à venir, etc. Il semblerait qu'il y ait quand même une certaine zone de tension. On entend parler d'une expansion de la Chine, par exemple sur le territoire russe, sur le côté économique et industriel, pour essayer d'annexer des zones de la Sibérie, si je ne me trompe pas. Et qu'il y a aussi... et bien même potentiellement, et là ce serait pas forcément à cause des Chinois, mais à cause d'une différence même civilisationnelle, et que s'il y a une relation certes d'intérêt, donc là qui mène à une alliance aujourd'hui, mais qui pourrait être très fragile. Est-ce que tu as déjà, toi aussi, entendu parler de ça, et pas uniquement dans une presse, on va dire, néoconservatrice ou autre? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on se fait peut-être des illusions, étant donné qu'on est quand même dans un univers, dans les médias alternatifs, où on parle de plus en plus du bloc des BRICS, un peu comme si c'était une alliance même politique, alors qu'elle n'est pas encore totalement fonctionnelle, et c'est aussi surtout économique, et ça concerne de nombreux pays qui sont répartis à travers le monde. Mais pour cette relation Chine-Russie, est-ce qu'on se fait certaines illusions? Est-ce qu'il y a des choses peut-être à remettre un peu d'équerre Oui, complètement, parce que
effectivement, nos médias décrivent, ils parlent souvent d'un axe du mal ou un axe de l'autoritarisme ou un axe des losers. J'ai vu ça passer aussi, l'axe des losers. Donc c'était Russie, Chine, Corée du Nord, voilà. Donc effectivement, on a tendance à tous les mettre dans le même sac en disant, en fait, c'est eux contre nous. Ils critiquent l'Occident, ils veulent remplacer l'Occident, ils veulent couler l'Occident, ils veulent dédollariser, des choses comme ça. Il faut voir que la relation historique entre la Chine et la Russie n'est pas bonne. C'est une relation, c'est deux peuples qui se regardent vraiment en chien de faïence, qui se connaissent très peu culturellement, ils se connaissent même pas du tout, et c'est en fait uniquement les circonstances c'est les récentes en fait, les attaques de l'hégémon anglo-américain, tantôt sur la Russie, tantôt sur la Chine, comme je disais tout à l'heure, qui ont fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en fait dans le même bateau et qu'il valait mieux pas s'allier parce que ce sont des États souverains, donc une alliance par définition. Si l'article 5 de l'OTAN, si je suis attaqué, eh bien tu dois me défendre, eh bien, c'est une perte de souveraineté. Parce que pourquoi est-ce que je devrais te défendre? Moi, j'ai pas d'intérêt forcément à me mettre en. Je suis pas agressé par celui qui t'agresse, donc j'ai pas forcément d'intérêt à te défendre. Voilà. C'est une perte de souveraineté. Donc il y a pas d'alliance entre la Chine et la Russie. Il y a un partenariat qui est très fort depuis très peu d'années, parce que on a vu. L'Ukraine, et puis on a vu ensuite d'autres pays tomber en fait sous les coups de boutoir de l'hégémon anglo-américain, la Libye, la Syrie. On voit l'instrumentalisation de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Tout ça, c'est le sous-ventre en fait de la Russie. Donc si on réussit à créer le chaos dans cette région-là, on a un corridor de chaos qui va de la Syrie jusqu'aux portes de la Russie et de la Chine. Et on a aussi un pari économique, par exemple, avec la zone de l'Arctique, qui va représenter une future voie commerciale absolument colossale, où il y aura une nécessité de collaboration entre la Chine et la Russie, notamment pour la question des brise-glaces, etc. Oui, qui est effective déjà. Et qui est effective, mais qui est vue comme étant prête à exploser, notamment avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Oui, et puis surtout, le problème que ça pose à l'Occident, c'est qu'en fait, ça permet à la Chine de complètement ignorer la mer de Chine du Sud que les États-Unis essayent de fermer. Là, il n'y aurait plus aucun contrôle. Qui améliore donc la relation entre... D'où l'intérêt des États-Unis de Donald Trump pour le Groenland, tout d'un coup. Voilà. Donc, il y a ces deux pays qui se connaissent mal, qui ont un intérêt commun maintenant, mais il est certain que, et d'ailleurs c'est ce que Donald Trump avait dit juste avant de se faire réélire là, en 2025, il avait dit « Mon premier dossier que j'ai traité, c'est casser la relation entre la Chine et la Russie, parce que c'est Biden qui les a mis dans le même lit. » Sur en quoi il n'a pas tort. Par contre, là où il a tort, c'est qu'il n'arrivera pas à les séparer. Parce que maintenant, les deux pays ont compris que leur survie dépendait de la solidité de leur lien et de l'assistance qu'ils vont se porter l'un l'autre en cas de coup dur. Alors, excuse-moi, je me permets de te couper, j'aime pas ça, mais je suis obligé de poser la question, c'est est-ce que c'est vraiment la relation entre les deux pays ou la relation entre les deux actuels chefs d'État? Parce que on a deux chefs d'État qui sont au pouvoir depuis longtemps, et je pense qu'il y a aussi une relation donc personnelle qui se crée, une relation de confiance personnelle. On sait par exemple que Vladimir Poutine, la Russie n'est pas unie. Il est vu sur certains sujets, comme le sujet ukrainien, comme trop modéré par une partie du pouvoir russe, enfin de la politique russe. Donc il peut y avoir au sein d'un État des visions différentes. Est-ce que c'est vraiment les deux pays, selon toi, qui se rassemblent et qui peuvent être forts, ou ce serait plutôt là, au niveau de la relation, qui pourrait donc potentiellement changer si Xi Jinping était voué à perdre le pouvoir, ou bien tout simplement avoir un changement de pouvoir, ou même Vladimir Poutine? Alors, effectivement, c'est grâce à Poutine et à Xi Jinping que la relation est arrivée au niveau, est arrivée actuellement, mais elle a commencé avant eux. Le rapprochement a commencé bien avant eux. En 1996, on a eu Jiang Zemin. Il y a eu un traité d'amitié. J'ai oublié le nom exact, mais je crois que c'est quelque chose comme traité d'amitié éternelle ou quoi, qui a été signé entre la Chine et la Russie. C'était 1996. Les premières manœuvres navales conjointes datent aussi de l'époque pré-Xi Jinping. Vladimir Poutine était là, mais pas Xi Jinping. Donc ils ont commencé à se rapprocher à une époque bien avant Xi Jinping, mais effectivement, les deux personnes qui apparemment ont l'air de très bien s'entendre ont fait que ça s'est rapproché, et puis les circonstances internationales ont fait que c'est devenu une nécessité de survie. Voilà. Mais la Russie fait la même chose avec la Corée du Nord, par exemple. Ils ont traité, alors là, pour le coup, c'est intéressant, c'est qu'il y a un traité d'assistance mutuelle
militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Ce que n'a pas la Chine avec la Corée du Nord ou la Chine avec la Russie, par exemple. La Chine tient vraiment à sa souveraineté totale, mais la Russie, on a vu l'implication de la Corée du Nord dans la fourniture de certains matériels militaires pour la guerre en Ukraine. Oui. Voilà. On a vu apparemment la participation de l'armée nord-coréenne sur le territoire russe, mais à la frontière avec l'Ukraine. Voilà. Donc il y a en fait on va dire un bloc eurasiatique qui est en train de se constituer. L'Iran peut en faire partie. Je pense que l'Iran, suite aux dernières attaques, bombardements qu'il a subis d'Israël et des États-Unis, a compris finalement qu'il ne pouvait plus, comme pendant les dernières décennies, jouer en fait de son rôle tantôt pro-américain, tantôt pro-occidental, tantôt pro-chinois. Là, ils ont compris, je pense, qu'ils avaient besoin de se rapprocher de façon définitive et solide du bloc eurasiatique qui est en train de se constituer. Les BRICS, tu parlais des BRICS. Le BRICS, on n'en a pas entendu parler dans nos médias, bizarrement, mais ils viennent d'accepter le Vietnam en tant qu'État partenaire. C'est quand même pas rien. Ouais. C'est nulle part dans les médias occidentaux. Voilà. Donc c'est quand même inquiétant pour nous, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment un bloc non militaire. Hein. Les BRICS, c'est purement économique, donc il n'y a pas de... Surtout, c'est que là, avec l'intégration du Vietnam, je crois qu'on était déjà proche à la moitié du PIB mondial. Oui, là, déjà au-dessus. Ouais, non, je crois qu'on est à 45 ou 46%, je crois. Okay. C'est presque la moitié, donc c'est énorme. Avec le Vietnam en plus, ça commence à faire beaucoup. Oui, non, c'est vraiment déterminant, et on est complètement en dehors de ça. Et moi, je lis toujours cette question des BRICS à la question dont on parle beaucoup chez nous, qui est de la sortie de l'Union européenne, de la France. Je n'utilise pas le mot Frexit parce que c'est un anglicisme, et puis je pense que c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Mais effectivement, la sortie de l'UE, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN, si c'est abordé uniquement comme ça fait peur. Ça va faire peur à la population qui ne va jamais voter pour. Ce qu'il faudrait, c'est proposer un après. Et les BRICS, je pense, c'est quelque chose qui est tout à fait adéquat, parce que c'est une espèce de bloc de coopération économique dans laquelle la France pourrait auquel la France pourrait se rattacher. Si la France était souveraine, elle pourrait intégrer les BRICS. Mais bien sûr, bien sûr. On a même vu qu'Emmanuel Macron avait essayé de se rapprocher, il s'était incrusté au sommet à Johannesburg, et puis ils lui ont dit non, désolé, c'est pas pour vous, c'est complet. Mais effectivement, c'est quelque chose de tout à fait logique de se rapprocher de ça. Et c'est ce qu'il faut proposer, parce que parler uniquement de sortir d'un ensemble, ça va pas si on n'a pas préparé l'après. Voilà. Mais ça, sachant que les BRICS, ils vont pas nous laisser rentrer comme ça juste parce que c'est la France et qu'on a fait acte de candidature. Et justement, c'est pour ça qu'il faut travailler. Il faudrait qu'il y ait une diplomatie parallèle en France qui travaille à cette possibilité de se faire accepter par ce groupement. Voilà, il y a des pays qui n'ont rien à voir avec l'Eurasie. Hein. Il y a Cuba qui est dedans, il y a la Bolivie qui est dedans. Voilà. Donc c'est tout à fait possible, c'est ouvert à tout le monde. Mais chez nous, on n'en parle pas parce que on essaie de faire croire à la population que c'est un bloc qui est en train de se constituer contre nous. Ce qui est faux, et c'est répété systématiquement par la diplomatie chinoise et la diplomatie russe, nous ne sommes pas dans la logique des blocs. La logique des blocs, c'est hérité de la guerre froide, c'est une erreur, on ne veut pas y retourner. Et toutes les initiatives qu'on a sur le continent eurasiatique, c'est pour la prospérité du continent eurasiatique, mais c'est pas dirigé contre l'Occident, et surtout pas contre l'Europe. Ça peut, effectivement, on pourrait dire que c'est quand même dirigé un petit peu contre les États-Unis, ce serait pas faux, ou en tout cas pour se protéger en fait des tentatives d'infiltration des États-Unis. C'est la phrase, c'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. Ouais. Mais puis il faut voir ce que fait l'Union européenne aussi. Parce bien sûr. Oui. Je veux dire, le projet chinois des nouvelles routes de la soie, donc tous ces investissements qui ruissellent sur l'Asie centrale, jusqu'au Moyen-Orient en fait. Tout d'un coup, l'Union européenne se met à avoir un programme similaire. C'est contrefichu du Kazakhstan jusqu'en 2024, et puis tout d'un coup on se rend compte que les Chinois commencent vraiment à se rapprocher de ces pays-là, et là l'Union européenne a son programme Gateway, je sais plus trop quoi, et on commence là encore, voilà où partent nos taxes. Ça part au Kazakhstan pour faire concurrence aux Chinois. Alors que si on s'était pas déclaré contre les Chinois, on n'aurait pas besoin de faire ça. Parce qu'il y aurait un partenariat. Ouais. On aurait un partenariat, et on profiterait des nouvelles routes de la soie jusque-là. Au lieu de ça, quand les États-Unis disent à l'Italie, vous sortez des routes de la soie, ils le font tout de suite. Ouais. Premier pays occidental à rejoindre les routes de la soie, et le premier à en sortir aussi. Malheureusement, il nous reste quelques minutes, et il y a un sujet important qui pourrait d'ailleurs, selon moi, être un bon angle de conclusion. Se concentrer sur l'aspect de l'expatriation et en fait de vivre en Chine. Parce que tu es expatrié, hein, donc, oui. Depuis plusieurs années. Alors, première question, y a-t-il beaucoup de Français
expatriés en Chine, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce que selon toi, soit selon des chiffres que tu aurais pu consulter ou des éléments que tu aurais pu voir, est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a surtout peut-être des étudiants? Parce que je n'en ai aucune information. Comment ça se passe déjà au niveau de l'attraction? On a dit qu'il y avait de plus en plus d'expatriés, mais la place d'un Français sur le sujet de l'expatriation en Chine. Alors le Covid a vraiment changé, bouleversé les chiffres de l'expatriation en général, française et occidentale en général. Beaucoup de gens sont partis, pas autant sont revenus. Ceux qui sont revenus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui ont un plus grand intérêt pour la Chine, c'est des gens qui ont compris qu'il fallait aller en Chine, qui ont compris que la Chine n'était pas un ennemi, et qui en fait notre développement allait se faire grâce aux Chinois et pas contre eux. Les chiffres des consulats au moment des élections et tout ça, on les voit, c'est beaucoup moins qu'avant. Je dirais, comme ça, à la louche, que on est à peu près à un tiers de ce qui était avant le Covid. Ok. Mais ça a été, au niveau de la Chine, hein, je crois qu'en Chine, il y a presque 1 million d'étrangers qui vivent en Chine. Mais c'est plus seulement des Occidentaux maintenant. Il y a énormément d'Africains. Il y a énormément de Moyen-Orientaux, il y a énormément de Sud-Américains, il y a énormément de gens du Sud-Est asiatique qui ont migré là-bas. Donc en fait, là, je pense que le nombre d'étrangers en Chine est constant par rapport à avant et après Covid. Mais par contre, la constitution est très différente et les Occidentaux ont beaucoup baissé. Avant, on était à Shanghai, on voyait des Occidentaux partout. Oui. Maintenant, il n'y en a plus. Alors là, je parle vraiment du côté français. Par exemple, moi, comme je l'assume, je l'ai dit plusieurs fois, moi, je suis expatrié en Bulgarie. Alors évidemment, ce n'est jamais binaire. Enfin, plutôt, en tout cas, il n'y a pas un seul bloc. Moi, les expatriés que je peux voir dans les pays de l'Est, alors bien sûr, il y aura ceux qui vont faire du tourisme, profiter du fait que pour le moment, il y a un niveau de vie différent, où en fait la vie est beaucoup moins chère, etc. Mais je vois aussi donc beaucoup d'entrepreneurs qui partent, et aussi des personnes qui sont donc plutôt éveillées politiquement, et on a souvent des accointances politiques, idéologiques, et je crois, voilà, parce qu'on en avait discuté, c'était il y a longtemps, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, je crois que c'était à la soirée de GP. Oui, exact, mais pas la dernière. Pas la dernière, celle d'avant. Ouais. C'est qu'il y avait quand même, parmi les expatriés, en tout cas à l'époque, beaucoup de macronistes, en fait. Oui, bien sûr. Après, ça dépend des villes. Donc, je veux dire, ça pourrait surprendre. C'est-à-dire que, vu ce que représente en soi la Macronie, le fait que là, on a parlé de l'Union européenne, de la vision de l'Union européenne face à la Chine, etc., de se dire que les personnes qui sont en Chine sont mentalement des macronistes, ça pourrait peut-être surprendre le spectateur qui ne connaît absolument pas le sujet d'expatriation là-bas, quoi, pour les Français. Oui, alors je dirais que c'est les gens qui vont voter Macron ou qui sont macronistes, on va dire, c'est plutôt dans le sud de la Chine, quand on est vraiment à Hong Kong. Là, il y en a beaucoup. Et au plus on va vers le nord de la Chine, au moins il y en a. Je sais pas, j'ai pas les résultats des élections en tête à Pékin, par exemple, mais je sais, traditionnellement, il y a beaucoup plus de gens qui votent à gauche, LFI et autres, ou alors des candidats sans étiquette, à cause de la présence de toute l'administration française, finalement. Il va y avoir un gros lycée français, il va y avoir l'ambassade, il va y avoir tout un tas d'associations, il va y avoir tout un tas d'organisations plus ou moins non gouvernementales ou gouvernementales. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en fait des fonctionnaires, appelons-les comme ça. Et c'est quand même des gens qui traditionnellement vont voter quand même plus à gauche qu'à droite. Voilà. Mais par contre, quand on va vers Hong Kong, le centre financier, et là on a énormément de gens qui ont l'impression d'être du bon côté du manche, les gagnants de la mondialisation. Alors qu'en fait ils sont eux en voie de paupérisation, parce que c'est ce qui reste de la classe moyenne, et c'est sur eux que s'abat la fiscalité et des choses comme ça. Mais bon, voilà, ils ont l'impression d'être quand même du côté des gagnants, donc ça continue à voter Macron. Et effectivement, il y a beaucoup de, il y a des gens éveillés dont tu parlais, ils sont pas forcément... il y en a à Hong Kong, mais justement parce que le Covid a fait aussi changer un petit peu la donne. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus à Hong Kong, des Français ou des Européens, qui sont en fait des entrepreneurs, donc des gens qui viennent ouvrir une petite boîte, une boulangerie, une boîte en fintech ou quoi. Et c'est des gens qui, on va dire, ne sont pas trop dans les médias traditionnels. Et qui donc, c'est des gens avec qui on peut avoir des accointances et on peut avoir des discussions qui vont aller au-delà de les répéter ce que raconte le Figaro ou Mediapart, quoi. Ouais. Est-ce que tu conseillerais
l'expatriation pour des profils de jeunes entrepreneurs potentiellement en Chine, est-ce qu'il y aurait là un bon accueil, de bonnes opportunités, ou alors, étant donné qu'il y a un plein boom, est-ce que c'est peut-être un peu trop compétitif, ou peut-être aussi, peut-être pas donné à tout le monde, parce que c'est quand même une autre civilisation. Est-ce qu'il y a peut-être même une difficulté encore plus importante à vouloir s'expatrier là-bas? Alors, il n'y a pas de difficulté civilisationnelle, je dirais. Je dirais pour un Français qui va avoir quand même un certain vernis de tradition française. Je dis ça parce que je l'ai eu au Japon, moi, personnellement. Oui, bah voilà, je pense qu'au Japon, on a beaucoup plus de choc culturel. En Chine, on n'a pas le choc culturel, on a le choc de la langue, on a le choc de la nourriture éventuellement. Mais au-delà de ça, je dirais que les Français et les Chinois respectent à peu près les mêmes choses. Les Français traditionnels. On va pas prendre le punk à cheveux bleus, là c'est un peu différent. Mais sur le Français traditionnel va respecter les mêmes choses que les Chinois. Le respect des parents, enfin des aînés, l'éducation des enfants, des choses comme ça. On arrive à se parler très bien et sans conflit. Par contre, ça a changé entre l'époque où je suis arrivé et aujourd'hui. La Chine a beaucoup changé. La Chine est autosuffisante. Elle n'a plus besoin d'expatriés comme elle en avait besoin avant. Il y a un fort taux de chômage en Chine parce que toutes les attaques occidentales pour brider l'économie chinoise, ça a des implications sur la performance des entreprises. Donc il y a beaucoup de chômage qui est haut. Alors les chiffres exacts, on les a pas, mais enfin c'est sûr que c'est très haut. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent avec des très hauts niveaux de diplôme. Il y a 5 millions de jeunes qui sortent avec des diplômes d'ingénieur chaque année en Chine. C'est énorme. Et donc, pour un jeune Français qui veut aller s'expatrier en Chine, ça va être difficile de trouver ne serait-ce qu'un stage, je pense. Alors, si on fait ça par le biais d'une entreprise française, oui, il faut le faire, mais c'est le premier pied dans le pays, mais après, il faut trouver un débouché, et c'est de plus en plus dur. Et je pense que c'est plus facile pour un entrepreneur. Je conseillerais plutôt à un jeune français d'avoir créé quelque chose en France, ou d'avoir une expertise vraiment très spéciale en France, pour ensuite aller la développer là-bas. Que ce soit par exemple des startups dans la fintech ou des choses comme ça, d'avoir un savoir-faire, on va ensuite essayer de développer sur place. Pas aller chercher un boulot en Chine, comme c'était faisable avant. Avant, on pouvait envoyer un CV à des boîtes et puis on trouvait. Là, maintenant, c'est plus difficile parce qu'il y a une concurrence énorme et un fort taux de chômage. Et toujours sur ce sujet de la relation avec l'expatriation, d'avoir vécu là-bas. Toi qui as vécu pendant de nombreuses années, qui a aussi vu la Chine changer, mais qui, à mon avis, je l'espère, doit connaître quand même les codes, à la fois sociaux, la vie en société, l'application de la politique. On a parlé donc de la politique autoritaire, qui doit être assez spéciale. C'est comme moi, là, dans le pays qui m'accueille, là, en Bulgarie, je vois quand même une tradition qui est présente à nouveau. Donc, les problèmes sociétaux ne sont absolument pas les mêmes que celui de la France. Et moi, je sais que je vois certaines solutions mises en place où je me dis, bon, ça, c'est propre à leur culture, ça ne pourra jamais venir en France. Mais il y a certains éléments que j'ai pu observer où je me suis dit, ça, c'est le type d'éléments que on pourrait récupérer pour s'en inspirer sur une doctrine ou un message politique, idéologique, quelque chose qui pourrait fonctionner sur la France. Et donc, avec la Chine, qui pour moi est un cas encore plus exceptionnel, quand on a parlé d'un pays qui s'est développé de manière démentielle, qui a réussi à créer une révolution sur une durée absolument courte et avoir aujourd'hui une puissance, une volonté de prospérité, avec évidemment des défis, mais comparé à d'autres nations, les résultats sont absolument impressionnants. On parlait de l'armée, mais le niveau technologique n'a absolument aucun sens. Quand on regarde la puissance et surtout avec aussi le nombre de moyens. Quand on regarde l'intelligence artificielle, quand c'était DeepSeek qui est arrivé sur le marché, avec le peu de moyens pour le développement, ça avait bouleversé le marché IA. Donc on voit en plus une sorte c'est presque, on peut commencer à observer le génie chinois sur le domaine technologique. Mais bref, la question c'est, quels sont les éléments, s'il y en a, que tu as pu observer en Chine, qui t'inspirent sur le combat politique en France, en te disant que il faudrait, sur ce point-là, absolument s'en inspirer, car ça pourrait s'intégrer sur le système français ou la pensée française, et ça pourrait amener quelque chose de nouveau et d'efficace par rapport à nos problématiques. Je dirais le concept de la souveraineté, en fait. C'est quelque chose qui est partout en Chine, à tous les points de vue. C'est-à-dire on va même le voir, c'est d'ailleurs ce qui a expliqué le développement économique et technologique de la Chine, c'est qu'à partir du moment où ils découvraient quelque chose, il fallait tout de suite créer une solution locale. C'est des gens qui avaient des partenariats économiques ou quoi, mais qui n'avaient pas l'intention d'être un client à vie. C'est-à-dire que la Chine, jusqu'à aujourd'hui, c'est un des pays qui paye le plus de royalties sur des brevets, sur des standards industriels ou des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est destiné à disparaître. La Chine est en train de réinventer
des standards industriels qu'elle va proposer au reste du monde sur les normes ISO, les normes, les CE, enfin les normes de qualité, des choses comme ça, parce qu'elle ne veut plus payer des royalties sur des choses sur des brevets ou sur des solutions qu'elle utilise, qu'elle améliore, et ensuite qu'elle fait profiter au monde entier. Je ne vais pas continuer à payer des royalties à des entreprises anglo-saxonnes qui m'ont vendu ça dans les années 80, et maintenant que j'ai pris le produit et que j'en ai fait complètement autre chose, je continue à payer des royalties à des gens qui sont finalement des rentiers. Voilà. Donc ça, je dirais, la souveraineté, le concept de souveraineté, de toujours vouloir développer sa solution locale, c'est vraiment pour moi le point central que tout politicien honnête qui se dit amoureux de la France et amoureux de la souveraineté de la France doit développer. C'est-à-dire qu'on devrait avoir à nouveau notre industrie des semi-conducteurs. Il faut se rappeler qu'il y a des politiciens qui, il n'y a pas plus que 10 ans, disaient à des élus locaux « Laisse tomber cette usine ST, micro, machin, c'est fini, les semi-conducteurs en France, en Europe, c'est fini. C'est parti en Corée, c'est parti en Chine, c'est parti à Taïwan, ça ne reviendra plus jamais ici. » Ces gens-là devraient être en prison. Je pense que ce politicien en particulier, s'il m'entend parler, il saura exactement que je parle de lui. Il y a des solutions d'intelligence artificielle. Il faut absolument que ce soit local. Il ne faut pas parler de Mistral AI. Mistral, ça n'a rien de français. Ça tourne sur des serveurs aux États-Unis, ça tourne sur des solutions américaines de software, c'est hébergé aux États-Unis, c'est financé par les États-Unis, et c'est uniquement Emmanuel Macron qui essaye d'en faire un champion national en l'imposant à diverses administrations et sociétés françaises. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'essayer de créer un champion national artificiel. C'est un peu justement la faiblesse de Bull. C'est pour ça que c'était pas difficile pour Thierry Breton d'en faire ce qu'il en a fait. Oui. C'est que en fait, c'était un champion national, mais sous perfusion. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, je pense que vraiment, pour la chose dont on doit s'inspirer de Chine, c'est cet attachement viscéral à la souveraineté dans absolument tous les domaines. C'est exactement le contraire de ce qu'est en train de faire notre gouvernement, qui vend les joyaux de la couronne au plus offrant, ce qui finit toujours par atterrir aux États-Unis. Mais on a les cerveaux, on a les talents, on a les capacités de développer ces choses-là. Mais il ne faut pas partir à l'étranger, partir aux US parce que c'est cool d'être en Californie, aller à Silicon Valley. Il faut rester en France. Je sais que l'environnement fiscal notamment est très contraignant en France, mais c'est quelque chose qui est à prendre au niveau des dirigeants politiques. Et on a les élections l'année prochaine, on ne sait pas qui ça va arriver, que ce soit De Villiers, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit je ne sais pas qui. Il faut que ce soit quelqu'un qui va parler de souveraineté et donner à la France une chance de pouvoir redévelopper des champions nationaux. Voilà. Un discours important à l'heure où on est en train de mutualiser au maximum avec l'Union européenne, notamment avec le narratif guerrier. Toute dernière question avant de pouvoir arriver à cette conclusion, parce que là je me dis ça peut être quand même intéressant aussi, parce que là c'est un bon élément, c'est vrai de rappeler l'importance du souverainisme, ça peut peut-être même surprendre avec l'image que certaines personnes peuvent se faire de la Chine. Je le rappelle aussi, c'est comprendre la relation Chine-Occident pour ses aspects donc historiques, politiques, économiques, diplomatiques aussi. Mais donc là, pour l'aspect, dernière question, une petite question culturelle, j'aime bien poser sur ce format, une petite question, voilà, ça peut être un conseil de lecture, un conseil même de visionnage, on en avait parlé avec Pierre Jovanovic de nombreux ouvrages ou films, pour essayer de se faire une bonne idée de la Chine. Est-ce que tu as une recommandation, que ce soit en ouvrage, en film ou autre, qui permettrait d'avoir une sorte de bonne initiation sur ce que représente vraiment la culture chinoise, dans son essence, ou la Chine actuelle. Bon, je vais peut-être pas conseiller, par exemple, la lecture des Trois Royaumes. Ouais. Je pense que c'est un peu ancien, même si c'est une très bonne lecture adolescente même. Mais est-ce que voilà, tu aurais une recommandation qui permettrait, sous un autre angle plutôt que des essais ou quelque chose comme ça, voilà, de découvrir la culture chinoise et ce qu'elle est vraiment? On a eu des très grands sinologues français qui ont écrit des bouquins absolument fondateurs et qui l'ont souvent fait de façon assez légère, donc accessible à tout le monde. Je pense aux ouvrages. Alors là, c'est intéressant, ce sont des récits personnels, un peu romancés, de Lucien Bianco. Lucien Bianco était un franco-chinois qui est né à Chongqing au milieu du 19e siècle, je crois. Un des parents était diplomate, je crois, et qui a écrit des très beaux ouvrages sur la Chine. Ça permet de comprendre la Chine en fait à la jonction en fait entre la période dynastique et début du communisme. Et c'est un point de vue en plus d'un
de quelqu'un qui était franco-chinois, enfin, en tout cas génétiquement, on ne peut pas être franco-chinois de papier, mais c'était un métis, et donc il avait un point de vue qui était très intéressant. Moi, je me rappelle, c'était ces bouquins que je lisais quand j'étais étudiant. Lucien Bianco. Bianco, voilà. Et il y avait également, j'ai oublié son nom, les ouvrages de Marie-Claire Bergère sur la Chine qui sont fondamentaux, Pierre Jantel. Et puis, je sais pas, il y avait des bouquins un petit peu plus récents dont le nom m'échappe là, de l'auteur, mais c'était justement, on parlait tout à l'heure de l'épopée bourgeoise, l'absence d'épopée bourgeoise, en tout cas la brièveté de l'épopée bourgeoise en Chine. Ça s'appelle le Mandarin et le Comprador, je crois. Et c'était un livre justement qui explique en fait ça permet de comprendre en fait comment justement la Chine réussit à garder le politique au-delà de l'économique. Voilà. Et ça, c'est des livres qui sont basés sur des histoires qui datent du tout début du communisme. Et on voit que en fait, le marxisme adapté à la Chine a toujours en fait été infusé de culture traditionnelle chinoise. Et c'est ça qui permet le développement exceptionnel de la Chine. Voilà. Donc en fait, je dirais plutôt aller vers les classiques de la sinologie française. On a des très très bons sinologues. Il y a évidemment les bouquins de Simon Less. Simon Less, okay. Less, L-E-Y-S. S'il y a un auteur à lire sur la Chine, je dirais c'est lui. Okay. Les habits neufs du président Mao et des choses comme ça. C'est très intéressant parce que c'était probablement un des meilleurs sinologues en France et qui a été excommunié par la sinologie germanopratine parce que c'était le premier à dénoncer l'espèce d'adoration béate de la sinologie germanopratine pour le maoïsme, justement, à l'époque où, en pleine révolution culturelle, Saint-Germain-des-Prés était ébahi par le maoïsme, et c'est Simon Less qui a dit mais vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qui se passe réellement. Et ce monsieur qui devait enseigner au Collège de France a été excommunié. Il a dû partir en Australie pour enseigner. Mais ça reste de loin les meilleurs ouvrages sur la Chine en français. Bien, excellent. Merci beaucoup, Laurent. Donc, Laurent Michelon, pour ceux qui vont le découvrir ou le redécouvrir ce soir. Alors, il y a aussi, donc on avait dit, le livre en auto-édition, Comprendre la relation Chine-Occident. Alors, est-ce que c'est toujours Valise Diplo pour le contenu en ligne pour suivre ton travail personnel? Oui. C'est la chaîne Valise Diplo. La chaîne Valise Diplo, donc, où je mets des vidéos thématiques de temps en temps. J'essaie d'être régulier, c'est un peu difficile. Mais bon, j'attends en fait qu'il y ait une actualité thématique importante pour faire un dossier. Et puis, il y a également mon Substack, sur lequel j'essaie de mettre de façon hebdomadaire ou en tout cas tous les 15 jours un article, là aussi sur un sujet en particulier. Alors la Valise Diplo, c'est gratuit, c'est sur YouTube, et Substack, c'est payant, parce que ça prend plus de travail et puis ça se garde plus longtemps, je trouve, qu'une vidéo. Et je crois que sur le X, c'est enfin @Laurent Michelon. Exactement. j'ai arrêté le code. Impossible voilà. À trouver pour suivre aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi le canal, par exemple Telegram, mais Telegram sur les aussi. publications, voilà, il y a des relais réguliers oui. De certains articles internationaux qui traitent de l'actualité autour de sujets géopolitiques, mais toujours qui peut toucher la Chine, avec des commentaires de la part assez réguliers qui sont toujours très intéressants, parce que ce sont des actualités sur lesquelles on ne va pas forcément porter notre regard, non pas parce que ça ne nous intéresse absolument pas, mais aussi parce qu'ils ne sont pas recommandés, ces contenus. Oui. On ne peut pas forcément tomber dessus. Donc voilà. Et une dernière peut-être actualité avant de conclure, je ne sais pas. Là, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes encore au mois de juillet. Oui. Donc ce sera en août lors de cette diffusion. Mais je ne sais pas, peut-être pour la rentrée ou autre, pour se tenir prêt au retour. Alors j'espère dans la revue peut-être, par exemple. Oui, on pourrait, exactement. Je suis en train de réfléchir à un article justement pour la revue Géopolitique Profonde. Pour la rentrée, je pense que c'est un peu tard, non? Parce que vous avez des... Ah oui, la rentrée. Vous avez des... Ah, mais c'est moi qui la prépare. Là, on la prépare. Mais en tout cas, tu as parlé d'un nouveau livre, donc c'est... Oui, je visais la fin de l'année, mais je pense que ça va être plutôt début l'année prochaine, voilà. Et donc, ce sera vraiment une présentation du système politique chinois et une explication en détail du miracle économique chinois, comment est-ce qu'il s'est articulé et comment on pourrait s'en inspirer en France. Bien, impeccable. J'espère qu'on se reverra physiquement, mais cette fois-ci en Chine pour un reportage de GPTV. Avec grand plaisir. Parce qu'on essaie de s'organiser ça. Exactement. Ouais. Ce serait pas mal. Si les spectateurs sont intéressés, peut-être on pourrait le mettre en priorité pour organiser ça, montrer la Chine telle qu'elle est vraiment. Moi, je vais me concentrer sur la partie gastronomie. Voilà. Ouais. Il y a de quoi faire. Des lieux. Mais s'il peut y avoir aussi, montrer des lieux ou même, avoir des images sur place de ce qu'est la réalité du terrain. Et peut-être, je ne sais pas, ça c'est la question que je posais régulièrement.
Au tout début de l'entretien, je demandais s'il y avait soit des intellectuels chinois ou des personnalités chinoises qui méritent peut-être d'être connus, voire même qu'on aille à leur rencontre. Eh bien, ce serait bien qu'on puisse se faire ça. Voilà. Bien sûr. C'est original de se serrer la patte directement en Chine. Ça peut s'organiser très rapidement. Bien, merci beaucoup, Merci, Laurent, Raphaël. pour cet entretien. Et je vous remercie, chers spectateurs, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre tous ces dimanches soirs sur ce format de podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h avec un autre invité pour le format donc, de podcast, comme je vous l'ai dit. Rendez-vous demain matin à 7h pour la matinale avec Nicolas Stocker. Mais bien évidemment, n'oubliez pas de mettre le pouce, de partager la vidéo, de commenter, de réagir. Est-ce que vous voulez que GPTV aille directement en Chine? Voilà, vous pouvez répondre directement. Et n'oubliez pas aussi les conseils de lecture qui sont donnés à la fin. Là, on parle d'un sujet qui est de plus en plus connu, certes, mais on en parle peut-être un peu trop mal. Et il est peut-être temps de se faire un peu notre propre culture sur le sujet. Voilà. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, demain matin, 7h pour la matinale. Salut tout le monde. Ciao, ciao.